Bonsoir à tous. Je vous demande tout de suite la question habituelle. Le son est-il bon? Ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale. Je suis très content d'avoir autant d'invités de qualité pour discuter d'un sujet, disons une fiction qu'on a un petit peu tous. Et si on recommençait notre coffre, merci, le son est donc OK, à partir de zéro. Les erreurs qu'on a fait, ce qu'on aurait changé aujourd'hui, si on devait repartir donc à zéro. Et puis vous allez voir, il y a des il y a des gens qui sont un petit peu spécialistes dans le dans cette pratique. Alors, je vais accueillir tout de suite un guntuber qui a un énorme turnover, hein, dans son coffre, il le dit lui-même, et qui tire depuis 40 ans. Alors, grosse expérience, hein, dans le renouvellement de coffres. Je pense bien sûr à Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir la communauté. Bon, tu es un spécialiste, hein, toi, du coffre Ouais, on peut refait à dire ça. partir de. Enfin, voilà. Je suis une star dans ma préfecture. Ils connaissent tu, que tu, moi. tu représentes combien de pourcentage, en fait, des demandes Je ne sais pas, mais je fais à peu près une quarantaine de transactions par an. D'accord. Ouais. Ok, bon, bah, Entre ok. les catégories B et C, hein. Voilà. B, C, ok. Ok. Donc, deuxième guntuber, Ben, force de l'ordre, qui nous a quittés pour les États-Unis. Qui est arrivé à garder, je crois, je l'ai vu en live, 3 armes sur ce qu'il avait. Il n'a pas pu importer ses armes russes, donc il va nous parler de son cas personnel. Bonsoir Ben. Salut, ça va bien? Ben bien, alors ton coffre, on en a vu, bon, hors live, 2, hein, qui étaient chouettes. Voilà. Il y en a encore Heu, au moins trois, je suis sûr. peut-être. Madame n'est pas au courant. Ah bah, évidemment, on parle pas de ces choses-là avec ces dames. On ne veut pas les embêter, hein, parce que Sans bon, compter celles qui sont planquées dans son énorme 4x4. Voilà. voilà. Enfin, je me dis: «Tiens, et si j'invitais un voisin?» parce que oui, c'est un petit peu mon voisin, on l'a découvert, récemment. On habite à quelques kilomètres, l'un de l'autre. Bon, quelqu'un qui est plutôt, arme longue et qui a une particularité, c'est-à-dire que, il achète que des armes d'occasion, jamais plus de 500 €. Donc je suis curieux d'avoir son avis sur ce principe de recommencer son coffre à zéro. Bonsoir Xavier. Salut tout le Alors moi, je monde. suis là en 4. Donc, voilà, nous allons discuter ce soir de ce sujet. Alors, j'ai une première question. Bon, alors déjà, est-ce que vous rêvez de refaire votre coffre à zéro? Parce que j'avais posé la question sur mes réseaux et finalement, moi, j'étais assez surpris parce que, le pourcentage, voilà, était plutôt bas. Il y a beaucoup de gens qui pensaient avoir déjà les armes qu'ils voulaient. Moi, c'est pas enfin, je suis arrivé à un moment où j'ai quand même pas mal d'armes que je veux. Mais étant passionné, d'armes et de tir, c'est quand même une idée un petit peu spéciale de dire: «Ça y est, on a fini». Donc, est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir fini, disons, d'être arrivé à un moment où finalement vous ne désirez plus, trop de turnover d'armes, de changer d'armes, ou vous êtes encore là à ferrailler et à espérer, des choses meilleures? Eric? Ah ben moi je pense que la question ne me concerne pas. Ouais, Euh, vous Moi, je change tout le temps. Voilà. J'achète des armes même que j'ai pas les détentions disponibles. Je les achète, je les fais stocker et puis ouais. je libère une détention, j'en rentre une. Voilà. Des Bon, fois, ça, c'est qu'on rien que. a une armurerie sympa, il y a toujours un coffre à dispo pour, Ouais, 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 il y a toujours moyen de s'arranger. Et puis, ça m'arrive, moi, d'acheter des armes, de faire la vidéo et de les revendre après, hein. Je Ah peux oui, les carrément. acheter que pour la vidéo. Ah oui, oui, que pour la vidéo. Par Oh. exemple, quand j'ai fait. Puis il faut voir les Bah, armes en plus, hein, c'est pas des armes à moins de 500 €, non, parfois, hein, ça bah tape oui, fort, oui, hein. mais c'est pour ça que je suis obligé de revendre des armes. C'est parce que Ah oui. les armes payent les armes. Il n'est pas question que je tape dans le budget du ménage, quoi. Donc Alors moi, les armes doivent payer les armes, c'est tout. c'est ça, ben, en fait, là tu voilà, tu notes un point, justement dont je voulais parler, c'est que personnellement, si j'ai eu cette idée de faire ce sujet, c'est que je suis arrivé aujourd'hui à un point où j'ai 5 armes en vente qui ne partent pas parce que ce sont les armes un petit peu spéciales que j'avais, 10 millimètres auto, 40 Smith& Wesson,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, et donc, revendre un Glock, revendre une arme, la Seconde Guerre mondiale d'Arsenal ou des choses comme ça c'est relativement simple, on va dire. Mais quand on rentre un petit peu dans l'exotique en France, revendre ces armes-là, ça devient vite plus compliqué. Et quand je suis très curieux et que j'en ai accumulé un petit peu trop, bah là, je me retrouve coincé et j'ai plus les finances pour renouveler ce coffre. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est peut-être plus trop dans la période aussi de Noël, tout ça, pour revendre des armes. Les gens ont peut-être. Ouais, il faut que je Ici, relance ailleurs. les annonces. Mm. Et toi, alors donc, Xavier, t'en es où? Bah, moi, j'en suis très loin d'Eric, par exemple, qui me disait tout à l'heure en antenne, je crois 40 ans d'expérience. Hein. Moi, j'ai regardé mon carnet de tir aujourd'hui, j'en suis à 2 carnets et j'ai presque fini le 2e, donc à peine 20 ans. Mais moi, c'est pareil, c'est une question de finance aussi. Hein, c'est tout ça. Je suis assez restreint quand même dans mon choix d'armes parce que je préfère les armes Seconde Guerre mondiale principalement. Mais c'est Enfin, ce soir, on va pouvoir faire comme si nous avions les finances. comme si on On va se avait. faire plaisir. Alors, Non, c'est pareil. Moi, si je veux acheter quelque chose, je vais peut-être revendre autre chose. Ouais, évidemment, c'est un peu ça l'idée. Bon, Eben, toi, c'est un petit peu particulier parce qu'en plus, c'est ton métier. Tu es aux États-Unis, donc voilà, pays de la liberté, hein, tu peux te faire plaisir. Les armes sont, allez, on va dire quoi, 3 fois moins chères qu'en France? Deux fois moins cher à peu près. Encore, ça dépend quel type d'arme. Hein. Il y a des armes qui coûtent plus cher ici qu'en France. Non, Ouais, moi, alors c'est rare quand même. je me suis beaucoup adapté entre la France et ici. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un petit peu dans le même esprit qu'Eric, où je revendais beaucoup pour racheter derrière, ne serait-ce que pour les autorisations. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que j'arrive pas à vendre en fait. C'est pas que ça se vend pas, c'est que j'arrive pas à les lâcher. Ah bah, on vend rarement ses enfants, faut dire ce qui est. Hein. C'est ça. Depuis que je suis arrivé en 3 ans, j'ai dû vendre 3 armes seulement. Et encore, la dernière, elle n'était pas partie. Mais la réglementation n'est pas du tout la même, de toute façon, aux États-Unis. C'est très différent. Il y a des plus, il y a des moins. On n'a aucune limite. On va dire, on n'a aucune limite C'est ça, en fait, quand j'en ai une en test pour tir mag ou pour autre chose, généralement, je l'achète à moitié prix derrière, moitié prix américain. Donc, j'ai tendance à les garder ou même des fois, on me les donne. Donc, voilà, j'ai tendance à les garder. Et puis, bon, après, des fois, je craque. Hein. Le mois dernier, j'ai acheté 4 armes, personnellement. Oh, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Des trucs pourris, mais des trucs marrants. J'ai acheté un M-Point, j'ai acheté des trucs qu'on ne trouve pas en France, mais qui sont des choses amusantes. Un high point. M-Point. Non, high point, c'est le point rouge. À chaque fois, on se plante. Déjà, Ouais, le le high point, ouais. Le high point, pardon, excuse-moi. Avec 2 heures de sommeil, il faut que je me réveille encore. Mais ouais, c'est des trucs amusants qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, où j'ai acheté un petit Zastava en 7,65 aussi, qui est sympa. Et le mois dernier, j'ai trouvé un MAS 49. Oh my god, j'arrive plus à me rappeler. J'avais déjà le 36, j'ai acheté le 49, c'est ça. Donc, j'ai craqué de temps en temps. Et puis, bon, après, pour parler des armes plus chères, en fait, toutes les armes techniques européennes coûtent beaucoup plus cher ici. Un Manurin qui va coûter 200 € en France, grand max. Je sais que HK est aussi assez cher. Ici, un MR88 Police, ici, c'est 1 500 $. Donc, le Alien, il est à 6 000 $, par exemple. Donc voilà, il y a quand même quelques petits avantages à vivre en France, et ne serait d'ailleurs que pour les silencieux. Les silencieux, j'ai mis 16 mois pour avoir l'autorisation d'avoir un silencieux ici. Oui, c'est vrai qu'il faut une autorisation, etc. Payer une taxe, je crois que c'est 200 $200. 200 $, ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Mais là, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un moniteur suisse, Monsieur Abidjan, que je salue, Ouais. qui vient aussi souvent sur la chaîne, avec qui Baben, on avait fait un live, et donc qui me rappelait que donc en Suisse, les lasers sur les armes sont interdits, les modérateurs sont interdits et les balles à tête creuse sont interdites. Ce qui est absolument absurde, parce qu'en plus, ils sont très libéraux sur les armes, mais enfin bon. Voilà, donc je crois que chaque pays a ses petites, comment dire, moi j'ai presque l'impression qu'il y a une volonté comme ça de certains d'imposer une petite règle stupide, juste par principe. Voilà, qu'on peut aller, hop, on va faire passer un truc un peu bizarre. Bon, et alors donc, quel est aujourd'hui le pourcentage d'armes que vous avez dans votre coffre actuellement, dont vous pourriez, disons, vous libérer pour les changer, et quel type d'armes? C'est difficile à dire. Hein. Bon, je vais commencer. Moi, j'ai en gros 6 armes de poing et 6 armes longues.
J'ai à peu près 12-14 armes en gros. Euh, je pense que je ferais partir plus facilement une arme de poing qu'une arme longue. Moi, je préfère Tu es carrément plus les armes arme longues. longue de toute Ouais, façon, hein. ouais. C'est Et ton puis truc. en arme de poing, en fait, quand j'ai un petit peu entre guillemets commencé à avoir des armes et puis de les acquérir au fur et à mesure, en fait, je voulais une arme par calibre. Donc c'est pas évident. J'ai fait cette erreur. Moi aussi. Ouais, Elles sont à peut-être. vendre là, hein, je vous dis. Mais bon, pas des armes exotiques comme les tiennes en 10. Voilà. Non, non, moi je voulais rester du classique. Je voulais rester 7,65, 9 mm. J'ai du 38 Smith & Wesson par exemple. C'est une arme qui est plutôt Seconde Guerre mondiale. Celle-là, à la limite, ça me dérangerait pas de la faire partir. Mais bon, en fait, j'aime bien mes bébés, ouais, mais vendre les enfants, comme tu dis, c'est très difficile, quoi. C'est difficile, donc t'es pas du tout dans l'optique où finalement, parce que comme je sais que tu fais attention, donc tu gères vachement tes dépenses et tes choix, t'es pas du tout en fait dans une optique où toi tu changerais comme ça, voilà, c'est tu gardes et Si je peux faire, alors j'ai déjà vendu, j'avais un Beretta 92 à une certaine période, je l'ai échangé contre une autre arme, mais directement en armerie. Ça là, en fait, j'ai pas perdu d'argent. Mais je sais que si je devais vendre mon Enfield en 38 Smith & Wesson, je l'ai payé, je sais plus combien, mais je sais que si je devais le revendre, je perdrais de l'argent. J'ai pris. Donc, je préfère encore le garder à la maison et qu'il reste au chaud. Mais bon, c'est pas évident. Moi, j'ai des petites armes qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Donc, je vois pas l'intérêt de les revendre et de perdre surtout. Parce que là, je perdrais de l'argent. C'est un peu ce que je pense. donc plutôt les armes de poing. Ouais. Si il fallait. Ben, est-ce que toi, ton coffre bien fourni, tu le changerais là si tu avais vraiment carte blanche, tu dois tout reprendre à zéro et qu'est-ce que tu ferais partir? Qu'est-ce que tu garderais? Bah, tous mes doublons, mes triplons. En fait, j'ai eu Ah la oui, même mais idée. ça, c'est un problème américain, hein, d'avoir des doublons, des triplons. Nous, on a 12 4B, on n'a pas les moyens, hein. Non, mais en fait, j'ai eu la même idée que toi, c'est-à-dire que je collectionne petit à petit en fait des calibres différents, sauf que bon, ici, en termes de calibre, on a un peu plus de choix. Je suis parti sur des Derringer en 410, je suis parti sur des AR-15 en 50 Beowulf, en 350 Legend, des trucs qu'on trouve nulle part, mais que je trouve intéressant, ne serait-ce qu'à titre balistique, de voir un petit peu les effets que ça peut faire ou les différences de flèches, etc. Je trouve ça Ouais, intéressant, le fonctionnement. est-ce que ça a un intérêt, pardon, je te coupe dans ton raisonnement pour le coffre, parce que là, c'est quand même une question intéressante, parce que nous, on n'a pas ces calibres hein, pour les AR-15. Est-ce qu'ils ont un intérêt? Est-ce que tu leur as trouvé un intérêt d'ailleurs? Le 50 Beowulf, pour être très honnête avec toi, pour moi, c'est du plaisir. C'est une arme à sensation. On tire des projectiles de 450 grains dans un AR-15 avec un calibre qui est de calibre 12,7. Hein. La balle n'est pas aussi longue qu'une 12,7, mais c'est le même calibre. Donc, c'est quand même quelque chose de sensation qui est sympa. Le 350 Legend, c'est un des premiers AR-15 que j'ai acheté pour une question très particulière. C'est que pendant le Covid, on a eu la crise des munitions. Et pour trouver des munitions, c'était quasiment impossible. Et Ah, ça, oui. une des seules munitions que je trouvais facilement dans les armureries, c'était du 350 Legend. Du coup, j'ai fabriqué mon propre R15 en 350 pour être sûr d'avoir de la munition en stock. Alors, j'ai eu le même raisonnement parce que il se trouve que nous aussi, quand il y a eu une crise, etc., bah, je trouvais relativement facilement, je crois, du 40 Smith & Wesson parce que personne n'en avait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée, c'est que j'ai acheté des calibres un peu tout. Après, je me suis acheté un R15 en 12,7 il n'y a pas longtemps. J'aime bien essayer un petit peu de tout. Donc, maintenant, j'aurai quelques doublons, voilà, du 5,56, du 9 mm. Je dois avoir une quinzaine d'armes en 9 mm. Ouais, j'en ai évacué quelques-unes pour remplacer par autre chose, pour me faire plaisir sur d'autres produits. Si tu me poses directement la question, une arme qui me manque beaucoup, que j'avais en France et que j'ai envie de me réacheter ici, c'est un Desert Eagle. Ah oui. Parce que c'est magnifique. Hein. Enfin, je trouve ça, l'arme, je la trouve magnifique et historique. Enfin, historique même pas, mais elle est même pas mythique, mais elle a rien, mais elle a une histoire, en fait, cette histoire. Et ça, c'est. Ça doit être facile pour toi d'en trouver là-bas, non? C'est facile, mais contrairement à ce qu'on peut penser, le tarif ici, il n'est pas non plus donné sur un Desert Eagle. Un Desert Eagle, on va dire, ça commence dans les 1900, 2000 $. Ah ouais, quand même. Ouais. À 2000 $, je peux m'acheter quand même quelques beaux petits jouets à côté. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok, je comprends. Ouais, ça représente quoi en pourcentage de ton coffre alors finalement, avec tous ces doublons, triplons Un doublon triplon, je dois avoir à peu près 30%, mais c'est pas tout ce que j'en vendrai parce qu'il y a des armes, par exemple, des armes de 9 mm que j'adore et que je ne revendrai jamais.
que je les garderai parce que, sauf s'ils sortent une nouvelle version, mais je les trouve extraordinaires en termes techniques ou en termes de prise en main. Je pense notamment au nouveau Springfield Echelon qui arrive bientôt en France. Les Shadow System, je suis un grand fan de Shadow System. Très cher en France, hein, malheureusement. Ça, malheureusement, les prix, ça, je peux pas y faire grand-chose. J'aimerais bien que ce soit moins cher parce que c'est vraiment l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment une des armes de poing que j'ai trouvé extraordinaire. Et puis après, oui, j'ai quelques armes personnelles que je lâcherai pas. Celles que je suis venu en France, enfin, celles que j'ai fait venir en France de France avec moi, c'est des armes de mes parents, des armes de mon grand-père que j'ai pu faire venir. Un petit Mauser d'entraînement au 22 long riff qui était récupéré par mon grand-père sur un envahisseur, on va dire, ou le Manurin de mon père. Ça, c'est des choses que je ne vendrai jamais. Bon, Eric, je peux te poser la question. Quel est le pourcentage de ton coffre là, que tu aimerais changer? Mais quoi, on le sait, c'est 100%. Alors non, là en ce moment, non. Ah parce oui. que j'ai dans mon Changement de coffre paradigme. actuellement, en armes de poing, je parle là. J'ai 2 armes dans mon coffre que je voudrais garder le plus longtemps possible, sauf si je trouve encore plus beau, dans la même version, mais encore plus belle. Notamment, j'ai un Python qui est en état concours, avec lequel j'ai même jamais tiré, et il est de 84. Voilà. Si et le STI, tu n'as toujours pas tiré avec, j'imagine? Le STI, j'ai toujours pas tiré avec. Et voilà. Et donc ce Python, par exemple, il est vraiment sublime, entièrement d'origine, jamais touché, rien. C'est un des plus beaux que j'ai jamais eu. Et il est de 84. Si je trouve le même Python dans la même finition, dans le même état, mais des années 60, il est évident que je revends celui de 84. Voilà. Mais tant que je trouve pas mieux. Comment? Je ne vendrai pas à ta place. Ils valent des fortunes, les Pythons aujourd'hui. Et les neufs, c'est impressionnant. Mais si j'en trouve un des années 60, plus je remonte dans le temps, et tu vois, et donc je vendrai celui de 84 pour un de 72 par exemple, ou un de 65, tu vois. Bon, 1955, j'en parle même pas parce que c'est inaccessible. C'est l'année de la sortie, ils en ont fait 300 et quelques cette année-là. C'est même pas la peine d'y penser. Et je crois qu'il n'y en a même pas en France de toute façon, mais voilà, donc tout le reste, oui, c'est interchangeable, moi, il n'y a pas de problème. Par exemple, des 1911. Tu fais d'ailleurs des vidéos sur les 1911, c'est pas. Ouais, oui, parce que l'opportunité s'est présentée comme ça. Et du coup, voilà, mais des 1911, j'en ai toujours dans mon coffre, mais c'est jamais le même. C'est pour ça que, une fois, bon, il y a 3 ans de ça, je savais pas trop quoi faire comme vidéo. J'ai dit, tiens, je vais faire un état des lieux de mon coffre. Bon. J'ai fait une vidéo là-dessus qui a plutôt bien marché. Et du coup, l'année d'après, à la même période, j'ai dit, tiens, je vais faire un état des lieux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus aucune arme de ce qu'il y avait dans mon coffre il y a un an en arrière. Tout était nouveau. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais rajouter une rubrique au mois de mars prochain, parce que c'est à peu près tous les mois de mars que je fais ça. C'est que je vais également présenter les armes que j'ai eues entre la vidéo de mars 2023 et la vidéo de mars 2024 et que je n'ai plus. Tu vois, parce que moi, des fois, je les garde 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça repart, etc. Donc, voilà. Il y a Xavier, là, il est choqué, je crois. Ouais, non. Ouais. Il le sait, de toute façon, il me suit aussi. Donc, ouais, mais moi, je pensais pas que tu étais quand même à vendre comme ça, acheter à vendre, acheter à vendre. Enfin, je pensais pas que tu étais comme ça, honnêtement. Ah, si, moi, ça tourne énormément parce que d'abord, j'ai tout le temps envie de nouveaux modèles, de nouveaux trucs. Et puis j'ai un gros réseau d'armuriers en France, ouais, mais avec lesquels je travaille depuis longtemps. C'est le coffre de la tentation. C'est ça, mais il m'appelle, il me dit, Eric, j'ai rentré ça, qu'est-ce que tu en penses, machin. Bon, alors, chaque fois, je dis, ok, c'est bon. Le STI, par exemple. Tu es faible, Eric, tu es faible. Ouais, mais c'est vrai. Je me flagellerai ce soir. Tu me flagellerais après la vidéo. Mais quand l'importateur STI m'a appelé pour me dire, écoute, on a récupéré un STI Texican, 143 exemplaires au monde, on en a un chez nous et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le prends. Puis voilà, je le prends. C'est tout. Comme dit Xavier, tu es faible. C'est ça. Mais voilà, je précise, je roule dans une Mercedes classe A de 1998. Oh, le riche. C'est ce que j'allais dire, c'est une voiture de bourgeois, ça. J'ai entendu Mercedes. Hein. Oui.
elle est complètement pourrie, mais elle roule bien et ça va, quoi. J'ambitionne pas de rouler en Ferrari, moi, je m'en fous. Oui, et Mais donc les armes, j'aime ça, donc Madame n'est voilà. absolument pas au courant de ton activité côté armes, j'imagine. Si, absolument. Oh, Si. formidable. Alors là, Il est dans la Mais cave. madame mange des patates tous les jours aussi, peut-être aussi. Voilà, le secret, il est peut-être là. On part pas en vacances. On part pas en vacances et voilà. Non, mais non, encore une fois, bon, moi je suis un boulimique un peu des armes et c'est vrai que, bien en plus de ça, je me mets à écrire des bouquins, comme vous le savez, donc Ouais. je vais pas m'arrêter. Hein. C'est évident que une je collection de continuerai. bouquins même. Ouais. Mais je calculais l'autre jour que si j'avais gardé toutes mes Winchester, j'en aurais plus de 70 aujourd'hui au coffre. Oh la vache, ok. Voilà. Bon, bah écoute, donc j'ai fait t'inviter, t'es quand même le spécialiste du turnover. Hein. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas vraiment un choix. Attention, je suis Oui, les contraint. drogués, ils n'ont pas vraiment le choix. On sait bien. Hein. On Non, a mais c'est pas compris. ça. C'est que si je pouvais tout garder, si j'avais les moyens financiers de tout garder, je garderais tout. Mais déjà dans les catégories B, on est limité, je ne peux pas tout garder. Et dans les C, bah, c'est pareil. Arrivé à un moment, je suis à bloc de budget, donc je suis obligé de revendre pour acheter d'autres pièces. Après, là, j'avais plus de rifle Winchester 73 rifle. Tu te Donc sentais je me mal? suis dit, bon, j'en ai acheté une qui me plaisait, mais qui était pas vraiment le modèle que je voulais. Mais j'en trouvais pas. Celle que je voulais, j'en trouvais pas. Donc je l'ai acheté. Et une semaine après, paf, je vois une annonce sur le modèle que je voulais. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Ça m'est Voilà, arrivé donc je l'ai acheté aussi et j'ai revendu l'autre. avec des bulles armorées. J'ai même pas reçu les papiers de la préfecture qui est déjà revendu. Mais c'est très bien parce que tu revends derrière. Ça, c'est mon problème, c'est que je n'arrive pas à revendre. Ah, mais moi, je suis obligé. Financièrement, je peux pas tout garder. C'est pas possible. Les armes payent les armes. Voilà. Ah bah. Donc, j'ai pas le Oui, choix. alors, Mm. j'ai une situation qui est un petit peu différente, même si j'aimerais bien donc tourner, mais là, je suis arrivé dans un mur, donc parce que j'ai 5 armes et qui sont en vente et j'ai pas du tout envie de racheter des trucs trop chers tant que je les aurais pas vendus. Mais moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que, alors, je suis beaucoup plus arme de poing qu'arme longue. C'est-à-dire que je suis un petit peu l'inverse de Xavier. C'est-à-dire que alors j'ai des armes longues, j'ai un Hellion, une CZ457, un fusil à pompe, une levier sous garde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. J'ai une AK. J'ai oublié l'AK. Je me suis aperçu en fait que c'était que des achats entre guillemets raisonnables et que je ne changerai aucune de ces armes. Parce que j'ai l'arme de jardin de loisirs avec la 22, j'ai l'arme coup de cœur, enfin de mon enfance avec la Winchester, j'ai l'Hélion qui correspondait à mes critères en tant qu'arme longue, voilà, c'est-à-dire je voulais pour moi une arme longue déjà ne doit pas dépasser 1 mètre, sinon je trouve que c'est trop long. Donc c'est pour ça que j'ai pris un bullpup. Enfin bref. Mais par contre, dans mes armes de poing, le sujet qui m'intéresse, on aurait pu penser que c'était le contraire, mais non, mais c'est là en fait où j'arrêterai pas de changer. Et parce que chaque arme de poing apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Ouais. Et là, j'ai dû m'arrêter. Mais je me suis aperçu aussi que j'avais donc j'ai un Walter PDP, un PPQ, euh, un Bull Armory Axe, voilà, bref. Et ces armes-là, en fait, sont très bien. Mais finalement, si je devais changer, c'est ces armes-là qui m'intéressent, où j'aimerais bien finalement essayer autre chose, ce qui est un petit peu, ce qui peut paraître paradoxal. Mais il y a peut-être des gens qui commencent aujourd'hui le tir, etc. Et on a souvent des questions sur quelle arme choisir, etc. Donc lorsqu'on est un petit peu voilà, vierge du coffre, vous, alors pas pour vous là du coup, mais pour les gens qui nous écoutent et les gens qui débutent, quel serait le principe d'un arsenal? Voilà, vous avez carte blanche, le budget, bon, évidemment, qu'on commence et qu'on dépense 800 € sur une arme, ça paraît énorme et complètement dingue. 10 ans après, on est content parce que l'arme ne vaut plus que voilà, c'est une arme pas trop chère, 800 € on va dire.
quel serait votre conseil, vous? Qu'est-ce que aujourd'hui vous conseillerez donc à quelqu'un comme ça qui débute et qui n'a rien? Moi, quand je fais des formations de tir ou pour des gens justement qui débutent, etc., je leur dis toujours et qui n'ont pas d'armes, je leur dis n'achetez pas une arme pour venir à la formation, ça sert à rien. Je viens avec mes propres armes, je viens avec enfin, si c'est l'arme de poing, je viens avec une quinzaine d'armes de poing. Même des fois, je vais la piquer à ma femme pour si c'est une femme qui vient s'entraîner ou quoi que ce soit. Et je lui fais essayer plein de choses différentes pour voir déjà laquelle il va être le plus confortable en termes de calibre. Ouais, parce qu'on peut tomber dans le piège de vouloir l'arme avec laquelle on a été formé, qui correspond pas forcément. Exactement. Moi, mon arme de service, je ne suis pas fan de mon arme de service. Je l'utilise parce que j'ai pas le choix, mais je ne suis pas fan de ça. Ou Voilà, qu'est-ce que tu as? On peut le savoir ou... un Glock 17 Moss avec un Ouais. accro. Ah, je pense que si j'étais un pro et que je tombais sur et que j'avais un Glock en arme de service, je serais très très malheureux. Après, bon, Glock, je me suis souvent exprimé dessus, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour commencer, en fait, il faut vraiment que la personne ait le choix et puisse toucher à plein de choses. Après, si elle n'est pas extrêmement précise, elle ne fait pas des cartons de lumière, etc., c'est pas bien grave, elle va s'améliorer. Mais quand on entend des gens dire, ouais, il faut prendre telle arme pour commencer, ben non, non, prends avec l'arme avec laquelle tu vas être confortable et de toute façon, tu vas t'améliorer. Ou les gens, et ça, c'est un argument qui m'horripile au plus haut point, c'est les gens qui vont dire, ah bah, prends absolument un Glock, parce que si le Glock, c'est très dur à tirer, donc le jour où tu sauras bien tirer, tu sauras bien tirer avec tout. Ouais, C'est un gros piège le Glock pour commencer, parce que comme ils ont une poignée absolument particulière, il faut dire ce qui est, un angle de poignée qui est particulière, et une forme de poignée qui est particulière, en fait la mémoire musculaire sur le Glock se fait, et ensuite c'est difficile d'en changer, et voilà, enfin il y a plein ça de entraîne défauts. Puis tu vas pas faire si tu commences la course de voiture, on va pas te lancer avec une 2 chevaux pour dire bah écoute, si le jour où tu arrives à battre les Ferrari, bah, tu sauras conduire une Ferrari. Enfin, Oui, mais ça c'est l'argument typique Glock. Le jour où tu arriveras à tirer avec un Glock. En fait, moi enfin beaucoup de retours que j'ai eu, c'est en fait que les gens étaient dégoûtés du tir quand ils ont commencé par un Glock et tout d'un coup ils ont essayé autre chose et alors là c'était la révélation. Ils ont un déclic. Donc essayez au Des maximum. fois, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être l'inverse aussi, mais ça dépend de sa main. Voilà, mais le problème c'est lorsqu'on part sur un principe où ça doit être ci, ça doit être ça. Généralement, ça peut mal tourner parce que le débutant écoute. Moi, je me suis planté sur mes armes au début, en page blanche, parce que j'ai cherché, en fait, ne connaissant pas les avis des autres. Donc j'ai commencé par un Glock 22, c'est-à-dire un Glock à l'époque, il y a 15 ans, qui était super à la mode parce que c'était l'arme du FBI, le calibre du FBI, parce que c'était disponible en France et tout. Mais en fait, le 40 Wilson, bon, voilà, c'est un calibre qui est cher, qu'on trouve plus trop, qui est maintenant complètement obsolète. Et le Glock, en fait, n'allait pas du tout à ma main. Et le truc, c'est que je n'avais jamais essayé un Glock avant. J'ai acheté à l'aveugle, uniquement sur les conseils, et ça a été catastrophique parce que je ne pouvais pas bien. Alors soit je tenais bien le Glock, enfin, je veux dire, d'une façon ferme, etc. Mais à ce moment-là, j'avais le canon qui était à 15 degrés à droite. Soit il était bien, bien sur la cible, mais c'était, je le tenais mal, c'était pas possible parce que physiquement, ça n'allait pas. Enfin voilà pour le. Je te laisse continuer, Ben, sur la page blanche. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de fabricants, que la plupart des armes quand même sont importées en France, et que celles qui ne le sont pas importées, il n'y a pas forcément de manque. Donc, essayez au maximum, allez dans les stands de tir, parlez avec des gens, des passionnés comme vous, et puis avec d'autres tireurs. Je ne connais pas un tireur qui n'aura jamais plaisir à prêter son arme pour faire quelques cartouches avec. Faites-le, et puis faites-vous votre propre idée. Ne dites pas, même si moi je vous recommandais mon arme préférée, ça ne serait peut-être pas forcément la bonne pour vous. Donc, prenez ce qui vous plaît, essayez, et puis on verra bien. Moi, j'adore les revolvers, j'adore le look d'un revolver, mais je suis vraiment pas bon au tir en revolver. Je les ai juste parce que je trouve ça beau. C'est l'objet qui est chouette, oui. C'est ça, l'objet est magnifique. Mais voilà, je n'irai pas faire du tir. J'en ai fait un peu pour m'amuser, mais j'irai pas faire un service avec un revolver tout simplement pour la prise en main. Je ne parle même pas de la capacité. Et c'est aussi un point qu'il faut dire que tu soulèves là, mais c'est peut-être aussi une différence importante entre la France et les États-Unis. C'est que tu parles de te former avant d'avoir une arme, mais nous en France, comment se former avant d'avoir une arme? Parce que dans les clubs de tir, généralement, parfois c'est un peu dur de se faire prêter des armes ou de se faire se former sur l'arme du club, etc. Mais surtout de se faire former réellement, c'est-à-dire je pense à des écoles comme l'ENIT et autres, c'est-à-dire des vraies écoles de tir qui font une vraie formation, etc. C'est pas possible tant qu'on n'a pas une arme personnelle. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers.
Alors, c'est pas autant qu'on pense aux États-Unis, parce que malheureusement, moi, la plupart des gens qui ont fait des conneries avec des armes, que j'ai vu faire des conneries avec des armes, c'est des Américains plus que des Français. Hein. Les Français, en fait, quand tu as quand même la partie d'instruction qui Je arrive, vois ce que tu veux dire, oui. voilà. Ici, le problème, c'est que tu as John Doe, le redneck, qui va au bout de la rue, il va s'acheter une arme et il va faire le con avec. Moi, encore ce matin, on a fait tirer des civils. Le gars, il courait avec son arme avec le doigt dans le pontet. Il s'est retourné parce qu'il avait fait il avait fait un très beau carton. Ça, je lui reconnais. Il a fait un très beau carton. Il a failli en faire un deuxième. Bah non, son arme, je l'ai frappé parce qu'il s'est retourné. Et non, j'ai poussé l'arme d'un coup parce qu'il tournait avec l'arme. C'est des gens en fait, qui n'ont pas forcément l'habitude parce que c'est tellement facile d'accessibilité qu'ils n'ont pas la formation. Et on regarde, beaucoup de très bons tireurs mondiaux sont français. Que ce soit en tir de vitesse avec Grofel, que ce soit en tir de précision avec il y a un gendarme, j'ai oublié son nom, Petit Pois, je crois, ou oui, quelque chose comme ça. Oui. Et il y a beaucoup de très bons tireurs français parce qu'on a quand même si ça ne me fait pas toujours plaisir de le dire, mais on a quand même une phase de transition, une phase de formation en France qui est quand même importante avant de pouvoir acheter une arme. Elle n'est pas toujours parfaite. Hein. Moi, j'ai été formé loin d'être parfaite. Très loin, déjà parce qu'en plus, on est souvent formé sur l'air comprimé et le 22, et ça peut donner de très mauvaises habitudes, d'autant plus qu'on fait du tir, ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi et d'autres, hein, le tir cache-œil, c'est-à-dire olympique, tout ça, et ça donne aussi de mauvaises habitudes parce qu'on passe sur les autres armes, et c'est pas adapté, quoi. Se former au 22 le rifle, ça crée quand même des manques dans la gestion du recul, la prise de l'arme, et des choses comme ça. Eric, quel serait ton conseil, toi, à quelqu'un là qui débute alors de revendre avant? Alors, moi je suis assez d'accord avec Ben. Essayer le plus possible d'armes avec des copains de club. D'abord, on s'inscrit dans un club, on n'a pas d'armes par définition. Quand on s'inscrit, on n'a pas d'armes. Donc, il y a toujours, je trouve, moi, les quelques clubs que je connais, que je fréquente, ils ont quand même pas mal d'armes à la location, dans beaucoup de calibres. Alors après, évidemment, tout le monde s'en sert. Le truc est peut-être pas forcément hyper bien entretenu, enfin voilà. Mais enfin, ça permet de goûter à plusieurs calibres. Et comme le dit Ben, en tout cas moi, c'est ce que j'ai connu il y a 40 ans, c'est que tu te fais assez vite des amis si tu es quelqu'un de relativement sociable et pas trop con, tu te fais vite des amis quand même. Et ils sont ravis de te faire essayer. Bah, attends, je vais te faire essayer ça. Alors des fois, ils vont te faire une blague, ils vont te faire tirer au 44 Magnum. Mais je veux dire, c'est un plaisir aussi, même si tu es surpris, même voilà, c'est fun, quoi. Donc, alors là, pardon, je te coupe, petit bémol. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait fait cette réflexion, et je suis d'accord avec elle. C'est que très souvent, tu veux te faire prêter une arme en club. Malheureusement, le choix en France, alors c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Depuis, je dirais, 5 ans. Mais il y a 10, 15 ans, tu voulais essayer quelque chose, c'était un Glock. Hein. Je veux dire, tu avais très rarement autre chose sur le pas de tir que un Glock ou un petit pistolet 22 rifle ou quelque chose comme ça. C'était quand même relativement rare. Hein. Moi, quand je me souviens, quand j'ai acheté mon PPQ, tout le monde qui disait mais qu'est-ce que c'est ils en avaient pas entendu parler, etc. C'était comme une certaine difficulté d'avoir un grand choix. Et puis, généralement, dans les armureries, qui sont à côté des stands de tir, etc., ils ont généralement à laisser, etc., quand même un choix limité sur tous les armureries type chasse, etc. Moi, j'en ai connu, hein, ils avaient 3-4 catégories B, et finalement, on tournait vite en rond. Hein. C'était CZ75 Glock. Hein. Voilà, et sorti de ça, c'est quand même difficile d'avoir. Mais c'est vrai que c'est moins vrai aujourd'hui. C'est moins vrai aujourd'hui. En tout cas, moi, à l'époque, on m'a fait essayer du pistolet, du revolver. À l'époque, bon, la star des revolvers dans les années 80, c'était le Glock, moi, tu vois, encore une connerie. C'était le Smith & Wesson modèle 19. Voilà, si tu n'avais pas un 19, tu étais un peu un blaireau quand même. Alors, c'est l'inspecteur Harry, ça, c'est ça Non, c'est le 29, l'inspecteur Harry. Ah, c'est le 29, oui, pardon, c'est vrai. Ouais. Et pas n'importe lequel, en plus. C'est le 29-2. Et donc, j'ai pu comme ça, voilà. Mais la première arme que j'ai achetée une fois ma licence en poche, ça a été un monocoup en 22 long rifle, qui était libre, en vente libre, dès l'instant que tu avais une. C'était pas en 4e catégorie, le monocoup 22 long rifle. Donc, ça a été ma première arme, qui était déjà un SAA 1873,
un profil plus ou moins 1873 en 22 monocoup. Donc, je me suis fait comme ça. Puis, dès que j'ai eu ma 4e catégorie, j'ai acheté un Smith & Wesson modèle 14, le 438 en 38 spécial. Et puis après, bim bam boum, j'ai enchaîné, j'ai acheté un 1143. Donc finalement, oui, c'est un petit peu comme Ben, essayer. C'est la base. Xavier, quel serait ton conseil, toi, à quelqu'un qui a un coffre vide? Il y a eu un petit, Ouais, il y a eu un lag. bug. Tu m'entends, Xavier? Oui, je t'entends, ouais. Ouais, et donc toi, alors, quel serait ton conseil à quelqu'un qui a un coffre vide? Ouf. Est-ce que Bon. ce serait aller chercher sous les toits? Alors ça, faut faire un autre métier, hein. Enfin, ou au moins le mien, c'est pas évident. Non, non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que disait Ben au départ concernant le pouvoir essayer les armes au maximum. Aller dans les stands de tir, bah, tous les stands de tir ne proposent pas des armes. Par exemple, le mien où je suis pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Donc, essayer déjà, ouais, être un petit peu sociable vis-à-vis des gens qui sont déjà dans le stand, ça c'est sûr. Ne pas arriver comme un cow-boy et puis discuter, tout simplement. Essayer peut-être se faire essayer quelques armes à droite à gauche, c'est pas évident. Et puis commencer par quelque chose. C'est difficile à dire. Tu parlais tout à l'heure de Glock. Je sais pas si tu vois ici là, la petite cible que j'ai là. Je la reconnais. Tu la reconnais. C'est vrai que quand on commence le tir, Glock c'est peut-être pas forcément la meilleure école. Et puis finalement, en ayant un bon prof, comme la dernière fois quand on était tous les deux au stand, j'ai pu faire un bon score, un bon carton avec un Glock, alors que le Glock, je déteste le Glock. Mais c'était très précis, qu'on a les bases, ça. Ouais. En tir statique, ça change rien. Après, donner des avis aux gens, prendre telle arme ou telle arme, non. Je pense que déjà la personne a peut-être une préférence pour peut-être un revolver ou un pistolet. Ça peut varier. Et déjà, la prise en main, c'est différent. Le poids, l'équilibrage, c'est totalement différent. Le calibre sont différents déjà aussi. C'est difficile à dire, hein. Je pense que c'est un choix personnel au départ qui permet de s'orienter vers un pistolet ou un revolver. Moi, j'aime bien les revolvers plus que les pistolets. Et puis ça permet de travailler avec la double action, son lâcher, parce que c'est compliqué, hein, de tirer avec une détente bien lourde, bien longue. Ouais. Ensuite, en simple action, ça paraît plus simple, mais c'est vrai que c'est une bonne école. Parce que souvent, on parle donc du Glock, hein, enfin, les pros Glock disent souvent qu'une fois qu'on maîtrise un Glock, on maîtrise tout, mais je trouve que c'est vraiment une faute logique, personnellement. Mais la double action, c'est peut-être une meilleure école qu'une détente qui gratte, hein, et une arme qu'on a du mal à tenir. Il y a aussi, bien sûr, le travail à sec. Mais alors ça, le travail à sec, si on n'est pas formé sur le travail à sec, on peut prendre des mauvais plis aussi, c'est compliqué. Bref. Après, ça peut peut-être varier aussi avec l'âge de l'arme, hein. Une arme neuve et une arme qui a, je dirais une bêtise, peut-être 20 ans, la détente, elle va pas être pareille, hein. Je pense que voilà, l'usure de tout ça permet de peut-être. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Et donc, maintenant, alors question plus théorique, qu'est-ce qu'il faudrait donc je dirais, dans son coffre? De toute façon, d'après vous, alors ça c'est une question que tous les détenteurs se posent, surtout ceux qui commencent, c'est même si on essaye, même si voilà, on essaye tout de même, on fait un choix sur le type d'arme, arme longue, arme de poing, ancienne, de collection, de tir, plutôt axé défense qu'on le peut, ou des choses comme ça. La base dans un coffre, finalement, même si on renouvelle, on retrouve ces armes-là, d'après vous? Alors évidemment, c'est une question personnelle, mais je vous la pose. Évidemment, déjà on est 4 à faire ce live et on a, je pense, des choix totalement différents dans le choix des armes.
Eric, c'est plutôt, je dirais, western, hein, j'imagine, un petit peu dans ces années, dans ces zones-là. Ça dépendrait de comment dirais-je, de la situation. Dans l'absolu, Ah, justement, si je ne pouvais avoir que 3-4 armes, par exemple, de manière anticipée, je dirais que je prendrais peut-être un Glock. Bon, j'en ai déjà eu, hein, évidemment. Peut-être un Glock, un AR-15, un fusil à pompe. C'est une base, on va dire, qui peut être utile à tout. très classique, généralement, hein, quand on écoute les youtubeurs américains ou français même, c'est vrai que les R15, le pompe et le Glock, enfin le Glock. Peut-être une carabine 22, une carabine en 22 long rifle aussi. Bon, voilà, mais si on est en mode dégradé, si on est en mode. Voilà. Après, dans le monde des bisounours, je garde mes armes western. C'est sûr. Ben, il y a un avis sur la question de cette base, ce squelette d'un arsenal? Alors, après, Arsenal, enfin, 4-3 ou 4 armes, je ne sais pas si on peut parler d'Arsenal. Oui, Mais enfin. Au point de vue, aux yeux des journalistes, si. Ça, c'est oui, sûr. Oui, c'est vrai, Xavier a raison. j'ai un Non, mais air favorable, ça compte. demande à un journaliste de journal local. Moi, je peux te dire qu'une gazeuse, une baïonnette et je sais pas, un truc qui traîne, une douille vide qui traîne, tu l'as, hein, ton arsenal. Ah oui, c'est clair. Alors, enfin, il y a deux choses. Il y a la partie tir sportif et la partie purement. Enfin, moi, je me permets de le dire aujourd'hui parce que je peux. Il y a la partie totalement Bah, t'es aux défense. États-Unis, toi, tu as le droit, hein, tu peux y La aller. défense Nous, du on a une épée domicile. de Damoclès au-dessus. Voilà, moi, c'est aussi la partie de défense du domicile. Si je dois garder le minimum à la maison, c'est très simple. J'ai un AR-15 en 300, un Daniel Défense en 300 blackout 7 pouces avec un silencieux qui est monté dessus. Ça, c'est pour la maison. À côté du lit, j'ai un Shadow System le DR920p à 17 coups avec chargeur allongé et Un des compensateur. derniers de Shadow System C'est et ça. qui a une très bonne presse. C'est ça. Après, j'ai deux pompes. J'en ai un qui a pas de crosse et j'ai un autre qui a une crosse qui est dans la voiture. Et et par contre, là, important, une 308 de chez Daniel Défense à verrou pour la chasse ou pour quoi que ce soit si j'ai besoin de. Et puis là, je suis en train de tester un dernier petit de chez Shadow parce que je vais peut-être remplacer mon H11 en port discret par le nouveau Shadow le Césaire 920p pour le port discret à l'extérieur. Mais là, clairement, on est purement dans la défense du domicile. C'est pas des armes pour le plaisir. Je les ai parce que c'est un plaisir, mais c'est pour moi aussi, pour ma famille. Xavier, quelle serait, toi, ta colonne vertébrale ça, d'un coffre standard? Je pense que je suis un petit peu dans le même principe que Ben ou que Eric. La base, ça serait une petite carabine 22. Bon, je pense que je dirais peut-être une bêtise, mais je pense que n'importe quel tireur sportif en a au moins une, j'imagine. Après, oui. Ça dépend si Eric a un truc à acheter, je suis pas sûr. J'espère bien parce que j'espère. J'ai pas de carabine en 22, moi. Bah voilà, je le savais. J'en ai pas. Comment est-ce que tu vas faire le challenge cette année, Eric? Eh ben, parce que je vais en racheter. Je vais en racheter une, t'inquiète. Ah bon? Je vais en racheter une. Il faut prévenir à l'avance. Des fois, il n'y a pas le temps de les faire. Et je privilégie, une petite parenthèse, je tire, alors j'ai évidemment tous les calibres possibles, mais je m'en sers pas. Je tire très très peu au gros calibre. J'utilise beaucoup le 22 pour des questions des questions de finance. Hein. Ah oui, Une boîte de 22, moi quand je les achète en gros, je les paye 4 € la boîte de 50. Je m'en fous de tirer une boîte ou deux pendant ma séance. Mais tirer des 45 long colt ou des 44-40 à presque 50 € la boîte, ça fait mal. Là, je dis stop. Voilà. Il faut recharger, Eric. Il faut recharger. Alors, je ne recharge plus depuis 20 ans, j'ai plus de matériel. Quand j'ai voulu, vu le prix d'augmentation des munitions, j'ai dit à mon armurier Clovis, le bien nommé, j'ai dit je vais me racheter du matériel, quoi. Il m'a dit écoute, c'est pas trop le moment parce qu'on trouve plus de composants. On n'a pas de matériel de rechargement, on trouve plus de composants, donc ça sert à rien. Et puis vu l'augmentation des composants, voilà, je me dis je laisse tomber le rechargement. Puis voilà. Ça devrait arriver bientôt. Ils recommencent petit à petit à arriver ici aux États-Unis. Ouais. Les composants? Oui. Mais nous en France actuellement, c'est gros problème sur les amorces par exemple. Hein. Les amorces large rifle, hein, c'est tout. Hein.
Non, Les small, on en trouve, mais la problématique qu'on a eu, nous, avec les munitions, vous l'avez eu après. Et en fait, dès qu'on a eu les problèmes des munitions, on a eu le problème des composants après. C'était à cause du Covid, hein. Et du coup, les Américains, ils ont fait des stocks là-dessus. Des fois, ils sont un peu comme le PQ en France, en fait. Ouais, c'est ça. Ils mettent des munitions, les achètent du PQ. Et en fait, quand ils ont été à sec, les fournisseurs sont allés en Europe et ont sorti les billets pour acheter des stocks de sec, de Bello, de GECO, des trucs qu'on voyait jamais aux États-Unis et qu'ils ont rachetés par millions en Europe. Et du coup, après, l'autre problème qu'on a, nous, vous allez l'avoir après. Là, ça commence à revenir aux États-Unis, donc ça devrait arriver en France bientôt. Ouais. Alors, je fais une petite parenthèse moi aussi sur le rechargement. C'est que j'ai de quoi faire du rechargement, mais j'ai jamais commencé parce que je l'ai acheté pile au moment où il y a eu les problèmes qui sont tombés sur les primeurs, etc., qui étaient plus disponibles. Et je me suis aperçu d'un truc qui, à titre personnel, je voulais recharger pour une question très simple, c'est avoir exactement le même recul sur mes munitions d'entraînement et les munitions, disons, plus particulières. Et voilà. Et je me suis aperçu que c'était pas possible parce qu'il n'y avait jamais la même poudre qui est disponible. Les ogives, ça changeait, etc. Ouais. Et en fait, ça tue totalement l'intérêt du rechargement parce que moi, si je voulais recharger, c'est pour avoir la même munition exactement pour faire doublon pour l'entraînement que mes autres munitions et je pouvais pas. Donc ça ne sert à rien en fait que je recharge. Enfin voilà, donc c'était voilà une petite parenthèse sur normalement, rechargement. normalement, le rechargement, c'est vraiment plus fait pour, entre guillemets, économiser. Après, essayer de trouver une munition qui correspond le mieux à son arme. Mais c'est vrai que toi, si Yann, tu veux une munition qui ait la même pêche que des manufacturés, je te dirais Exactement. que, en fait, il faut recharger, mais il faut faire beaucoup d'expérience pour essayer de trouver. Ah oui, mais c'est là où je me retrouve bloqué parce que bon, quand tu commences à regarder les composants et en fait, t'as jamais la même poudre, jamais, c'est selon les arrivages et tout. Ah, c'est pas possible, quoi. Ou alors je fais, mais en plus, on n'a pas le droit de stocker plus de 1000. Alors maintenant, ça va être 2000 par arme, je sais plus. Si je peux pas faire, mais La oui, munition. oui, ça a encore changé, Ben, en France. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, je veux dire, c'était mort. Ça a tué le truc dans l'œuf au moment où je me suis acheté le matériel. Tout le monde a répondu pour le conseil là? Ouais. Ouais, ça. Ouais. Bah moi j'ai donné mon conseil. Alors j'ai vu une réflexion intéressante dans le chat hein, de HOB qui disait de mon point de vue et pour débuter il vaut mieux conseiller un calibre plus qu'une arme précise et un modèle particulier. Je suis relativement d'accord. C'est-à-dire que moi mon conseil, alors évidemment essayez, hein, c'est voilà, mon conseil serait de surtout pas, surtout en France, particulièrement en France. Aux États-Unis, je donnerais pas le même conseil, mais en France, ne partez pas dans l'exotique. Jamais. Parce que l'exotique, c'est plus cher, c'est moins. Après, vous avoir des soucis pour vendre, etc. C'est que des embêtements pour pas grand-chose. Hein. Même un Glock 22, c'est-à-dire un Glock en 40 Smith Wesson, déjà vous êtes dans l'exotique, les munitions sont plus chères, le flingue est plus vendable et vous rentrez. Alors, à moins d'être un passionné, mais ça c'est pas la question. Hein. Je parle pas de ce côté-là, ça c'est question trop personnelle. Chacun fait comme il veut. Mais vraiment pour cette colonne vertébrale d'un arsenal, pas d'exotique. Donc il faut vraiment rester dans le classique, et notamment les munitions classiques. 22, 9 mm, calibre 12, 223, 308, point. Voilà. 45 ACP aussi. Ouais, Ah non, même 45. pas. Pour un petit Même jeune, pas. pour un débutant, c'est un peu lourd, peut-être le 45. Hein. Non, mais même pas, tu Ah. sais, j'ai eu un 45, etc. Mais le problème, c'est pareil, dans les munitions, euh, ça varie les stocks. Parfois, tu trouves pas les munitions que tu veux. Alors évidemment, je pense toujours à ces munitions particulières. Voilà, si c'est pour tirer de la GECO, oui, évidemment, mais voilà, moi, tirer de la FMJ standard, ça a un intérêt limité. Donc, si tu veux, 45 déjà, ça rentre déjà quand même dans l'exotique. L'air D'accord. de rien. Mais pas l'exotique dans l'arme ou quoi que ce soit, mais dans la distribution en France. D'accord, ok. Et la distribution en France, c'est catastrophique parce que, je vais donner un exemple, je m'étais acheté à un moment un petit Taurus. J'adorais ce Taurus, c'était une réplique de comment? De Beretta 80
et donc en 9 mm court, génial et tout. Je voulais acheter un chargeur supplémentaire. Non, il n'y avait pas de chargeur supplémentaire. J'ai un Walter PPQ Navy. On peut pas dire que le Walter PPQ soit exotique. Mais en fait, si, pour la France. Et comment c'est exotique? C'est pareil par le chargeur. Parce qu'il y a deux types de chargeurs. Il y a ceux pour avec le chargeur, le bouton poussoir standard ou au ponté. Bah, 2 fois de suite, les mecs, quand même, les importateurs, ont envoyé le mauvais chargeur. Moi, j'avais le bouton poussoir, ils ont envoyé le chargeur pour. Donc, c'était pas compatible. C'est-à-dire, le moindre exotisme en France, ça pose problème. Donc, aux débutants, le truc, c'est vous prenez une marque connue, Beretta, Glock. Enfin, non, je conseille pas Glock parce que, à cause de leur poignée particulière. Voilà, Beretta, CZ, HS Product, oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être Canic encore maintenant qui devient à peu près, voilà. Voilà, une arme comme ça, vraiment classique. Vous voyez que cette arme, en fait, elle est là depuis un certain temps. N'achetez pas le dernier produit qui vient de sortir parce qu'il va peut-être disparaître et vous n'avez pas arrivé à le revendre parce que tout d'un coup il y a une mauvaise pub ou peu importe. Restez vraiment dans le classique, que ce soit en armes, en munitions, en type d'armes aussi. C'est-à-dire, commencez pas à partir dans le super micro, le P30, HK, SK, etc. C'est-à-dire les versions, le Glock 26 de version marteau HK. Voilà, c'est-à-dire que chaque arme comme ça devient très vite une difficulté. Donc moi, donc pareil, hein, je dirais une petite 22 pour le tir, je dirais d'apprentissage, même simple, avec un silencé, etc., où on peut se faire plaisir tranquillement. Le pompe, très simple. L'AR-15, très simple. L'arme de poing, très simple. Éventuellement le revolver, très simple. Même si aujourd'hui, bon, enfin voilà. Moi, ce serait mon conseil, c'est simple, zéro exotisme pour débuter. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle, tu parles beaucoup de pistolets, mais c'est vrai qu'on pense pas beaucoup aux revolvers. Les revolvers, déjà, des fois, pour commencer, on n'a pas ce problème tu vois, par exemple, tu prends un 357, tu peux mettre du 38, du Watt Cutter. Un jeune qui veut commencer là-dedans peut appréhender une arme de poing. Je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais moi, j'ai trouvé un défaut revolver. C'est la vache. Ils ont augmenté. Hein. Je sais pas si vous avez eu les prix d'un revolver aujourd'hui. Ouf. Mais ça fait mal. On est 4 qui achètent que des armes neuves. Peut-être Ben, t'achètes que des armes neuves? Non, j'achète beaucoup d'occasions, notamment des armes françaises. J'achète peu d'occasions. En fait, j'achète les bonnes occasions, c'est-à-dire voilà, une des meilleures armes que j'ai eues qui était vraiment une bonne occasion, c'était un PX4 Special Duty, donc un Beretta doublé simple action. Et en fait, cette arme a la particularité d'être extrêmement durable. C'est-à-dire qu'elle est faite pour ne pas avoir aucune pièce qui cache, je crois, à 40 000 coups, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment un monstre. Donc voilà. Des armes comme ça. J'achèterais pas, par exemple, une arme d'occasion en 5,56. Parce que c'est quand même plutôt bouffe canon, quoi. Le 5,56. Généralement, à partir de 5000 coups, voilà, ça peut poser problème. Et on ne sait pas combien de munitions ont été tirées dans l'arme. Donc ça, c'est un truc que je ferais pas. Je mets un calibre d'arme de poing ou plus lourd et lent. Ça pose moins de problèmes, à mon avis, pour l'occasion. Ben, t'allais dire quelque chose, là, je t'ai vu réagir. Ouais, pour le 5,56, après, c'est un bouffe-canon, mais en même temps, ça reste facile à réparer. Tu changes un canon. Et puis, bon, le 5,56 et le 223 sont des calibres qui sont tellement faciles à trouver qu'on peut trouver des occasions facilement. Et encore une fois, avant que le mec il commence à bouffer Attention, on est en France, nous. Hein. Avant que le mec commence à bouffer le canon, il faut quand même, à mon avis, au moins aller 15 000, 20 000 coups minimum. Hein. Moi, mon arme de service, elle a plus de 20 000 coups, elle tient encore. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec Ben. J'achète toutes mes armes d'occasion parce que j'ai assez vite compris qu'acheter neuf, c'était ridicule. Les seules choses que j'achète neuves, c'est les Glock, par exemple, où j'ai eu un CZ P09, j'ai eu le SIG P320 aussi. C'est des armes que j'ai achetées neuves parce qu'elles valent pas très cher et que ça fait travailler mon armurier. Quoi. Voilà.
Mais sinon, j'achète tout d'occasion. Tout d'occasion. Parce qu'on trouve des occasions je ne vais pas dire moitié prix du neuf, mais quasiment, et qui sont neuves. Qui ont très peu tiré, qui ont. Voilà. Après, il faut bien examiner l'arme, il faut bien regarder ce qu'on achète et tout. Il y a plein de choses à vérifier avant d'acheter. Mais moi, j'achète plus rien de neuf. Tous les AR-15 que j'ai eus, j'en ai eu un paquet, je les ai achetés d'occasion. D'ailleurs, c'est une vidéo. J'ai jamais eu à m'en plaindre. Là, il y a 4 youtubeurs. Moi, je vous dis, il y a peut-être une vidéo à faire en France. Je pense pas qu'elle a été faite. C'est que faut-il regarder sur une arme d'occasion? Il y a un article qui a été fait dans. Il y a 2 Tirs Mag, je crois. Très bon article. Mag. Ouais, il y a dans le dernier ou l'avant-dernier. Tu vas nous faire ça en vidéo, Ben, alors? Ouais, moi, il n'y a pas de souci pour faire des vidéos, c'est juste que j'ai pas le temps de faire le montage. Ah, est-ce que je me souviens, tu avais demandé. Non, tu n'as toujours pas trouvé de monteur. Alors, écoute, c'est l'occasion là. Ben, donc of French HDS, cherche un monteur pour faire ses vidéos. C'est-à-dire que lui, il fait les rushs. Et en fait, il cherche quelqu'un qui pourrait monter ses vidéos. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie de vous investir un petit peu comme ça pour aider quelqu'un et que c'est facile pour vous de le faire, voilà, vous le contactez. Je cherche pas un Spielberg. Hein. Juste un mec qui veut aider. Un copie-couleur. Un copie-couleur. Question, tiens, je vois de David Afix, j'imagine. Le 44 Mag, c'est exotique selon vous? Alors là, évidemment, c'est Xavier qui doit répondre. Non, moi j'ai commencé avec ça. Ma première arme, c'était un 44 Magnum. Et puis mon premier rechargement, ça a été le 44 Mag. Donc non, pour moi, c'est pas exotique du tout. C'était quelle arme, Xavier? C'était un Smith & Wesson, un 629 classique. D'accord. C'est vrai que c'est pas exotique, justement, grâce aux catégories B de calibre 44. Ça aide beaucoup d'avoir tous les leviers sous garde. Hein. T'en as avoir un paquet, j'imagine, Eric, de 44. Moi, j'en ai, ouais. Alors moi qui suis pas enfin, j'aime beaucoup ma Winchester levier sous garde en 45 long Colt, mais juste pour dire que le 45 long Colt, ça devient quand même, on parlait d'exotisme, beaucoup plus compliqué que le 44 Magnum, assez vite. Oui. Voilà. C'est très cher. C'est ça. Donc entre le 44 et le 45, prenez le 44 quand même. Même si moi je préférais le 45 parce que je trouvais ça plus je ne sais même pas comment dire, plus mythique. Voilà, c'est un peu vulgaire, 44, non? Je fais ça pour elle. Non, 357, il a frisé du coup. Il a frisé, on l'a perdu. Il va revenir, Xavier. Ah oui. Xavier, oui, c'est vrai. Il s'est momifié là. Ouais. C'est momifié, mais c'est parce qu'on a compliqué le 44 Magnum là, tout d'un coup. Alors je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend, ça y est. Oui. Ouais, on t'avait perdu. Ouais, mais j'arrive pas à bouger là, l'image elle est figée là. Ouais. Oui, on a compris, on a critiqué à 44 Magnum, donc je pense que ça a dû avoir un effet dans l'espace. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Là, réflexion d'Albert. Prix de Revolver Police, oui, c'est vrai, 250 €. C'est pas cher, c'est vrai. Généralement, les Smith & Wesson 64 ou de ce type, c'est-à-dire les inox 4 pouces. Ça coûte rien, ça. Voilà, donné à la police municipale. 250, c'est cher. Ouais. Oui, généralement, qui sont en plus très peu utilisés, parce que bon, c'est des armes de service. Et puis, comme vous le savez, en France, les tirs contrôlés de la police, c'est pas forcément, sont pas forcément très nombreux. Ben, tu nous disais, je crois, toi, à l'époque, avant que ça s'améliore, c'était quoi, 40-60 coups par an, tu me disais? À l'époque, on était à 40 coups, et le jour où on a fait 60 coups, on nous avait dit que c'était Noël. Voilà. Voilà, donc les revolvers police. Il va arriver à revenir, Xavier. Alors, les revolvers police, la problématique qu'on va trouver en France avec les revolvers police, c'est pas l'usure d'un canon ou d'un barillet, parce que bon, effectivement, ils ont très peu tiré avec, etc. La problématique qu'il va falloir trouver avec, c'est comment ils l'ont manipulé et traité en dehors du port et de l'entraînement. Parce que les mecs, il faut être très honnête avec ça, pour eux, c'est un outil de travail. Nous, c'est une passion, c'est tout ce qu'on veut, mais pour eux, c'est un outil de travail. Le lavage, s'ils ne sont pas inspectés derrière, il y en a très peu, il y en a beaucoup qui ne vont pas les laver.
ça peut rouiller. Si le jour il y a un problème, ça, et voilà. Moi, j'ai vu un armurier de la gendarmerie, quand il a touché un 20-22, la culasse était bloquée par la rouille. Hein. Donc, c'est. Ouais, en fait, ce qu'il va falloir inspecter sur ces armes-là, ça va être la mécanique de l'arme. Après, le canon, honnêtement, allez-y, il n'y aura aucun problème. Mais la mécanique de l'arme, il doit bien être vérifié avant quand même. Donc là, je vois en parler d'une vidéo hein, qui t'a fait. Ah, Xavier. Ah, Xavier, Je sais pas ce qui bienvenue. se passe. Je sais pas. Il doit y avoir de la neige. Menteur, moi je sais qu'il n'y a pas de neige, il n'y en a pas chez moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bien, par contre, ça, il fait bien froid là, les nuits là, c'est bien. Ouais, j'ai -4. -4. Ah, tu m'as battu, j'ai -1. Je suis sur la Côte d'Azur, moi, ça va mieux. Ouais, oui. Dans le On va Var, pas on est pas mal. On va pas demander à Ben parce qu'on veut pas savoir. En Louisiane, je pense que là. Non, là, ça fait 2 jours qu'on a des tempêtes et j'ai mon étang, là, il a monté de bien 30 cm et il est au bord de déborder. Donc, Et puis c'est bien donc, plat oui, hein, quand de même. par chez toi, donc là, tu vas te faire. Après, ce qui peut être bien, c'est que s'il déborde, on va peut-être avoir des alligators qui vont venir pour le barbecue. Ça, ce serait bien. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et donc, il y aurait une ancienne vidéo de Leroy Custom qui énonce ses critères pour l'achat d'une arme d'occasion. Donc voilà, on parlait de faire une vidéo justement sur ces critères d'achat. Donc voilà, vous pourrez certainement en trouver une. Je regarde un Moi, petit peu. j'ai une petite question pour Eric, s'il veut. J'ai Oui, une petite vas-y. question. Tout à l'heure, tu parlais d'acheter que des armes d'occasion. Ouais. Toi, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu achètes directement chez un armurier ou est-ce que tu achètes par correspondance via, on va dire, allez, Naturabuy par exemple? Est-ce que tu veux voir tes armes avant ou est-ce que Pas nécessairement. En fait, j'achète soit chez mon armurier ou les armuriers que je connais en France. Je leur fais confiance. Et puis, il y a un accord tacite, c'est que si ça ne me plaît pas, je leur retourne. Hein. D'accord. Voilà. Après, sur Naturabuy, bah, c'est quand même très pratique, Naturabuy, parce que tu as la garantie heureux ou remboursé. Ouais. Tu n'es pas obligé d'argumenter. Tu reçois l'arme, elle ne te plaît pas, ou finalement, tu n'en as plus envie, tu peux la renvoyer. Il y a une garantie que tu payes. Hein, c'est un petit pourcentage de rien du tout, mais ce qui fait que je n'ai pas de problème avec ça. Mais je me fais écrire par message dans les échanges qu'on a. Je me fais quand même écrire l'état de l'arme, exactement, bronzage 100% ou 90%, ou, voilà. Et si à la réception ça ne correspond pas, c'est clair que je renvoie l'arme. Et ça m'est arrivé 2 fois de renvoyer une arme, une fois parce que le chien avait été ressoudé, ça n'était pas indiqué dans l'annonce. Et puis une fois, j'achète une arme à une Winchester et le gars ne connaissait pas ma chaîne. Donc on fait affaire, il m'envoie l'arme et avant qu'elle arrive chez mon armurier, il m'appelle, il me dit écoutez, j'ai regardé vos vidéos, je pense que mon arme ne va pas vous convenir. Vous avez que des armes très belles, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de trucs. La mienne, elle a quand même des marques, elle a des trucs qui ne se voyaient pas sur les photos en fait. Il me dit retournez-la moi, je vous rembourse, il n'y a pas de problème. Ah bah il c'est avait même enfin, anticipé, voilà. une honnêteté avec latence. C'est ça. ça m'avait un peu surpris. Mais le mec, il m'a dit, oh, je vous ai vu dans vos vidéos. Des fois, vous avez les gants blancs et tout, laissez tomber. Envoyez-moi ma Winchester, je vous rembourse. Et il avait raison, parce qu'à réception, j'ai vu l'état de sa carabine. Le mec faisait du cowboy action shooting et on sait comment ça se passe. Hein. Les fusils sont jetés sur les tables. Hein. Ça va très très vite. Donc ça prend vite des coups sur les crosses, les bois, tout ça. Enfin, et moi, mes armes, elles sont normalement, elles sont le plus nickel possible. Tu vois, Eric, faut pas être jaloux de mes coffres parce que mes armes, elles sont pas nickel. J'utilise pas de gants blancs avec les miennes. Tu les jettes dans ton étang là pour voir si ça fonctionne après. J'en ai balancé. Moi, je suis plutôt maniaque. Pas dans les temps, mais j'en ai balancé quelques-unes pour rigoler sur un pas de tir. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que tu tires pas beaucoup, Eric, finalement. Tu as des armes qui sont tellement nickel que tu n'as pas envie de les détériorer ou quoi que ce soit. Ah oui, il y a des armes avec lesquelles je ne tire pas du tout. Hein, mon STI Texican, qui n'a jamais tiré depuis sa fabrication et qui tant qu'il m'appartient, ne tirera pas, bien que j'en ai la tentation quelquefois. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'armes. Alors, je tire toutes les semaines.
mais je vais tirer des fois 10 cartouches. Je vais prendre une Winchester, je vais tirer 10 cartouches et c'est tout. Vu le prix des munitions, je tire pas plus. Après, j'ai un 1911 en 22. J'avais fait une vidéo. Non, j'ai pas fait de vidéo dessus d'ailleurs encore. Mon Colt Ace en 22, un vrai. Avec ça, je me régale. Je vais tirer 2 boîtes de 22 et j'ai pas de problème. Donc, je peux tirer beaucoup avec une arme, très peu avec une autre. Ça dépend le prix des munitions, etc. Mais les armes qui sont en état concours, évidemment, je répugne un peu à tirer avec. Hein. Ça me. Voilà, je me dis, putain, j'hésite, quoi. C'est vrai. Tiens, moi j'ai une question pour Ben, là. Donc, on se lance dans la carrière dans les forces de l'ordre. Parce que c'est ce qui m'a pensé aux forces de l'ordre, hein, aux Zig Zauer 2022, qui est une horreur détestée. Hein, voilà. Quel serait ton conseil, alors, en particulier, hein, pour son coffre à quelqu'un qui débute une carrière dans les forces de l'ordre? Est-ce qu'il doit avoir une arme personnelle identique à celle de service? Est-ce que... Alors, il y a. Attends, j'ai commencé à faire quoi? Il y a 8 ans, j'aurais dit oui. Il faut absolument qu'il achète la même à titre personnel pour s'entraîner, parce que même si beaucoup de forces de J'aurais l'ordre. dit oui aussi, surtout avec un Glock. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas à moi de payer mon entraînement, etc. Bon, maintenant, encore une fois, si un policier, un gendarme, il tire une fois dans sa vie, ça sera exceptionnel. Disons qu'en théorie, oui. Il peut pas se merder à ce moment-là pour sauver sa vie ou la vie d'un collègue. Donc, pour moi, l'entraînement est une obligation qui devrait être faite de façon responsable par chaque membre des forces de l'ordre. Maintenant, en France, ils l'ont ouvert aux policiers, je crois, il y a un mois, même pas. Ils vont pouvoir acheter leurs propres munitions avec leur arme de service. Et le décret est enfin arrivé. Oui. C'est ça, qui est une très très bonne chose. Et il est temps que ça se passe. J'espère qu'ils vont simplifier le processus qu'il y avait avec la gendarmerie, parce que moi, je ne l'ai jamais utilisé tellement c'était compliqué. Mais oui, maintenant qu'ils ont leurs propres armes, qu'ils peuvent prendre leur arme de service, entraînez-vous et puis faites un maximum de tirs avec. Maintenant, pour d'autres personnes, moi j'ai un collègue ici qui allait rentrer justement à la formation de police. Et il n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Et il a eu l'intelligence, en fait, avant d'incorporer 2-3 mois avant, d'acheter un Glock 17 aussi pour s'entraîner à titre personnel. Et ça montre une preuve de responsabilité de la personne. Parce qu'encore une fois, avoir un pétard à la ceinture, c'est bien. Mais si tu ne sais pas t'en servir, tu es plus dangereux que n'importe qui, quoi. Oui, alors malheureusement, moi j'ai je connais des formateurs, hein, police et des choses comme ça, des professionnels. On me rapporte parfois des choses qui sont catastrophiques, hein, malheureusement, de gens qui n'ont pas été formés, malheureusement, qui pourtant ont une arme de service et portent une arme. Je me souviens de ce policier qui est arrivé. Comme les mêmes qu'on trouve sur Instagram, il est arrivé, il avait son holster qui était à l'envers. Non, mais alors, il y a des très bons policiers sur Instagram, mais. Non, là, c'était pas sur Instagram, hein, c'était une vraie formation. Ah oui, d'accord. C'est arrivé. Hein. Aussi un policier dont la cible de validation, quand c'était le vice-président de l'Impact, qui est Rodolphe. Bref, qui me racontait ça dans un poste de police, et où le policier avait sa cible à laquelle il avait validé la maîtrise de son arme. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, policier municipal. Hein, et il lui a dit c'est difficile à 50 mètres. Hein. Non, parce qu'en fait, c'était tellement éparpillé ces impacts que il pensait lui sincèrement que ça devait être un tir à 25 mètres qui n'était pas très bon. Et en fait, c'était un tir à 5 mètres. Donc, enfin, voilà. Donc, oui, se former, je pense que. Après, en fait, là, il y a deux problématiques au joueur. C'est que déjà, si le gars à 5 mètres, il fait un tir comme une cible de 50 mètres, je pense que son formateur doit revoir sa formation de formateur. Mais justement, c'est ça. A-t-il été vraiment formé? Mais heureusement, depuis, ça remonte à quelques années, hein, mais depuis, je crois qu'il y a eu un gros changement quand même de point de vue formation. Ils ont fait beaucoup d'évolutions positives et de ce que j'ai pu voir dans mes dernières années de gendarmerie, ils avaient donné un peu plus la main aux formateurs
ceux qui étaient vraiment passionnés arrivaient à faire un peu plus que juste du tir visé à 25 mètres. Ouais, je crois que le Bataclan a eu un effet, disons, C'est ça. sur ce. Le Bataclan, enfin moi, excusez mon langage, mais ces enfoirés du Bataclan, au final, ils ont quand même beaucoup aidé la police et la gendarmerie sur le long terme. Hein. C'est grâce à eux qu'on a pu porter nos armes hors service, chose qui a dû être fait depuis. Enfin, alors c'est ça a dû exister depuis toujours. complètement fou, quoi. Les formations, elles se sont augmentées. Il y a eu plus de tirs après ça. Non, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, le formateur est responsable, mais le porteur de l'arme, il l'est encore plus. Si la personne, enfin moi j'ai des collègues qui me disent voilà, moi je trouve que je suis pas assez bon parce que même si ma cible elle est validée au niveau de mes CCPM, je sais plus comment ils appellent ça en gendarmerie, même si c'est validé, etc. Je trouve que c'est pas assez bon parce que si demain je dois tirer une cartouche, il faut que je puisse la mettre au bon endroit. Et ben les gars, ils vont s'entraîner à titre personnel. Et nous, là où on travaille, ils ouvrent le stand de tir pour eux. Si tu fais partie des unités un petit peu plus spécialisées, tu peux même y aller, prendre des munitions comme ça dans la boîte et aller t'entraîner. Ils vont pas t'emmerder à aller compter le nombre de douilles que tu dois ramasser par terre pour refermer la boîte. Ouais. Un exemple concret, moi quand j'ai fait ma formation ici, les 2 premières semaines, j'ai tiré 2500 munitions. Ça, c'est Oui, mais en même temps, Et- comment dire, Ben, t'as un petit peu un filet de la gâchette. Hein. J'ai vu un truc sur Instagram, là. Ouais, c'est Instagram, on fait un peu rêver. J'ai pas Instagram, moi, faut que je me mette Alors, sur Instagram. alors voilà donc le voisin fou. Nous avons la preuve. Tu t'as pas honte. Franchement, mais je pense qu'il faudrait te dénoncer à la FF Tir. Hein. Ah bah moi, la FF Tir, je suis cramé. Je me suis tenu bien pendant 15 ans et je me lâche maintenant. Mais dans la FF Tir, si je veux qu'on aborde le sujet de la FF Tir, il ferait mieux de défendre leurs adhérents et les détenteurs légaux d'armes au lieu de les emmerder. On est d'accord. Mais je suis pas sûr que ce soit leur rôle et le rôle qu'ils veulent. Je parle pour moi-même, je n'engage aucun autre tireur sportif et je prends toutes les responsabilités. Ah oui, mais nous, de toute façon, Yann, on est scrutés. Oui. Pour finir avec la police, Yann, si tu permets, nous, dans un des clubs que je fréquente, on avait monté une petite team comme ça il y a quelques années. Hein, on faisait des concours police au CTPV de Toulon, tout ça. Et on a été rejoint dans la team par 6 policiers de la BAC de Cannes. Tous très enthousiastes, tous les lundis matins, entraînement. À peu près 500 cartouches par demi-journée, hein, quand même. Au final, au bout de peut-être de 2 mois, il n'y en avait plus qu'un qui venait. Ah. Il n'y en avait plus qu'un qui venait, qui était un vrai passionné, qui venait. Les autres, on n'en entendait plus parler. Après, alors là, c'est un sujet qui est encore plus profond, mais il faut savoir que, et pour le coup, je peux en parler un petit peu sur 2 pays différents, mais c'est la même chose dans les 2 pays. C'est un métier qui prend énormément de ta vie personnelle. Ouais, et c'est à ce un que moment donné, les gars, ils se disent, bon, ça suffit, quoi. Je reste à la maison. Ouais, ils n'ont plus envie de travailler en plus à l'extérieur, mais ça se comprend. Voilà, après, c'est un choix, attention. Hein, et il faut, voilà, mais malheureusement, on peut pas tout avoir. Par contre, si je peux faire passer un mot pour les directeurs de clubs de tir, s'il vous plaît, laissez les policiers tirer à des distances inférieures à 25 mètres et si possible en déplacement. Parce que honnêtement, quand j'avais des collègues qui venaient tirer et qu'on leur disait qu'ils ne pouvaient pas dépasser 25 mètres et ils devaient faire du tir visé à 25 mètres à 20-22. C'est absurde. Ça sert à rien. Une arme de poing, c'est absurde. D'ailleurs, je précise que je le dis souvent dans mes vidéos, quand je tire à l'arme de poing, je tire à 15 mètres. Sauf pour les concours inter-youtubeurs, là, mais sinon, je tire à 15 mètres, moi, maximum. En arme de poing, ça sert à rien de tirer à 25 mètres, c'est pas fait pour. Alors, réflexion de Corentin, déjà qu'ils autorisent le hoster, ce serait déjà bien la FF Tir. Le hoster est autorisé, tout ce qu'il faut avoir, en fait, c'est un moniteur TSV. S'il y a un moniteur TSV dans le club, à ce moment-là, je crois, on peut autoriser le holster parce qu'il y a du TSV. C'est un truc comme ça, alors, je ne sais plus les termes exacts, mais grosso modo, c'est ça si on veut être tranquille. Mais normalement, c'est au choix du président, mais si vraiment vous voulez pas être embêté, il faut passer par ça, que quelqu'un ait une formation de ce type-là. Et ça justifiera, entre guillemets, le holster. C'est toujours mieux que de laisser le pétard sur la tablette devant et puis tout le monde va en fil. Hein. C'est fou, mais je ne sais pas pourquoi la FF Tir a des règles qui ne soient pas les règles universelles de sécurité.
principe des 4 règles de sécurité, pourquoi il n'est pas enseigné. Et même pire que ça, c'est que moi j'ai eu des retours justement de gens qui expliquaient que lors des formations FFT, Monitor, etc., en fait, les clubs qui avaient ces règles de sécurité étaient mal vus. Ce qui est complètement fou, parce que c'est eux, je veux dire, quand même, la FFTIR, qui se souvient, honnêtement, qui se souvient des règles de sécurité de la FFTIR? C'est une vraie question. Tellement absurde. Non, mais elles sont tellement absurdes, personne s'en souvient. Vous vous souvenez? Les clubs de tir, t'en avais 3 ou t'en avais 5. Pardon? Suivant les clubs de tir, je me rappelle parce que ça m'avait choqué. Tu avais des endroits où tu avais marqué FFTIR, il y avait 3 règles de sécurité, et tu en as d'autres où il y avait 5 règles de sécurité. Ouais, mais moi je me souviens du petit carnet, du petit QCM qu'il fallait passer au début, etc. Et quand tu disais les règles, c'était relativement dur. Je crois qu'il y avait 20 questions, si je me souviens bien, je sais plus. Et c'était relativement dur à retenir parce que c'était pas logique déjà. C'était un truc, c'était mal foutu. C'était un truc français. T'as l'administration française, t'as l'impression qu'il était aux commandes des règles de sécurité des stands de tir. Mais qui a inventé ça, quoi? Et pourtant, c'est faisable. Ma gamine de 8 ans qui fait du tir avec moi, elle connaît les règles de sécurité. Alors, pas mot à mot. Les vrais. Les 4 règles. Et les 4 vraies règles de sécurité. Et elle est capable de te les réciter. Pas mot à mot, mais elle t'explique, voilà, le doigt, il ne doit pas aller là parce que c'est dangereux. Le canon, il doit toujours être là-bas parce que c'est pas dangereux. Elle est capable de t'expliquer tout ça et comme ça. Hein. Oui, alors que là, les règles de sécurité dans un club FFT aussi, c'est le drapeau dans la chambre, ce qui est une déresponsabilisation incroyable. L'arme sur la tablette, qui est une absurdité. Je veux dire, vraiment, mais c'est tellement absurde qu'on en rit. C'est la première règle d'ailleurs. C'est-à-dire que quand tu vas aller aussi, tu vas passer devant les canons. Oui, c'est fou. Et puis en plus, le tir maintenant, donc pistolet à l'arme de poing dans les arbres à 25 mètres, qui n'a aucun sens, alors que bon, ça devrait être quoi, à 5 mètres, enfin de 3 à 15 mètres, hein, en gros. Là, ça aurait un sens pour les armes de poing. Et puis, mais alors le pire en plus, et les choses sont au souffle, c'est évidemment le chefaillon local qui, avec son petit pouvoir, en profite pour rajouter ses propres règles de sécurité etc. Et on voit des trucs de fou. Je veux dire, je me souviens d'un reportage. Le samedi, il fallait tirer avec la présence d'un type. Il y avait une ligne au sol. Le mec sifflait, ça te donnait le droit d'avoir l'arme. Il resifflait, tu avais le droit de chercher. Il resifflait, tu avais le droit de tirer. Mais c'était, je veux dire, c'était kafkaïen, quoi. Alors moi, j'apporte mon expérience au niveau de mon club le président a édicté, a rajouté du règlement. Oui, je me souviens, on avait parlé. Ouais. Ouais, mais un truc hallucinant, c'est-à-dire que seul le directeur de tir a le droit de vérifier que ton arme est vide avant que tu la ranges. Donc il faut laisser ton arme sur la tablette, le directeur de tir vient, vérifie qu'elle est vide, et là te dit c'est bon, tu peux la ranger. Alors, tu vois, on est assez intelligent pour tirer, mais on est trop con pour vérifier que l'arme est vide. Moi, des trucs comme ça, on est en absurdie, quoi. On dit que les tireurs ou les directeurs de tir ou les présidents de club sont les plus anti-armes, mais des fois, tu finis par le croire. Hein. Oui. Les 3 pires personnes pour les armes, c'est les politiciens, la rouille et les tireurs. Voilà. C'est pas idiot, il a raison. C'est la fameuse phrase d'Amnet, un militant pro-armes, qui disait les pires anti-armes sont dans les clubs de tir. Et malheureusement, c'est vrai. Et bien sûr, on a oublié ce grand classique, hein, qui est d'avoir chargé que 5 coups dans le point. Et extraordinaire. Ah oui, je l'avais vu, mais je crois que c'était une vidéo au stand avec Akram Défense, qui est quelqu'un, je crois que c'est un passionné de voitures, de luxe et de sport, qui a fait une chaîne. C'est un héritier, il a hérité d'une fortune. Bon, il est très sympa, en plus de ça, il est très sympa. Oui, et puis c'est très sympa de voir ses armes, etc. Mais je me souviens de sa vidéo au stand, et il était justement dans un de ses stands, et on voyait, il était obligé, enfin les gens obligés de mettre que 5 cartouches, et son revolver de l'armée de la main gauche. C'est des trucs, mais
complètement débile. Et les mecs, en plus, ils y croient. C'est-à-dire, ils sont là, c'est les boss, ils ont leur petite aura de chef de leur petit truc local. Là, ils imposent des trucs comme si c'était normal, alors que c'est une absurdité totale. Moi, on m'avait fait chier dans le Vaucluse, on m'avait fait chier parce que je tirais trop rapidement et que les voisins allaient croire que je tirais à l'arme automatique. Alors, je veux bien croire que je tire vite, mais je ne suis pas encore Jeremy Kulek. On avait oublié ça, le tir rapide, mon Et Dieu. je faisais du double tap, en fait. Je faisais 2 tirs, 1 tir, 2 tirs, 1 tir. Et, Du Mozambique. tu ne peux pas tirer aussi rapidement. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que la législation ne le permet pas. Je dis, d'accord, très bien. Et je dis, est-ce que tu peux me donner la législation? Quel est le temps prévu entre chaque tir, entre chaque lâchage de cartouche? La législation du club du tir. Mais non, mais il s'est retrouvé con parce qu'il ne savait pas du coup. Non, oui, puis généralement, ils savent pas, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui connaissent pas les règles de sécurité, mais qui veulent imposer leur propre truc. Enfin, bref, Ouais. c'est malheureusement, voilà, des choses embêtantes en France, hein, il y en a d'autres. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore une question à voir là dans le chat? Profitez-en parce qu'on va bientôt finir. Hein. Ah, Je vous présente Cricri. Alors, Cricri, elle est pro-arme. Elle est pro-arme. Elle est licenciée à l'UFA. ah oui, ouais. C'est comme les partis politiques alors. Elle a voté au truc. Elle a gratté à la porte, alors je lui ai ouvert. On en a 4, des comme ça. Donc, voilà, La chance. Moi, ma chienne, elle n'aime pas les armes. Elle est anti-armes. Je crois qu'elle a voté pour Biden la dernière fois. Ah. Mais, Là dehors. on l'aime bien parce qu'elle ne boit pas, justement. Mais Ouais, vous devez planquer les pots de glace. Maintenant, elle veut ressortir, évidemment. Oh là là. Bon. Ah oui, mais ça c'est les animaux. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Donc, si jamais dans le chat, et puis ça fait déjà un petit moment qu'on est en ligne, 1h22, ouais, j'avais dit 1h, on a dépassé un petit peu. Dans le chat, si vous avez des questions, profitez-en, hein, même sur les chaînes pour Ben, Xavier ou Eric. Est-ce que, messieurs, vous avez un mot de la fin sur cette question du coffre? Ah bah tiens, d'ailleurs, une dernière question. Aujourd'hui, vous refaites votre coffre. Qu'est-ce que vous mettez dedans? un troisième. Et oui, il vide pas ses coffres, il est obligé d'en rajouter un troisième, c'est normal. Allez, 10 armes. Limite. Je sais pas. Ah, J'en enlève alors. Déjà 10, c'est beaucoup. Ouais. Voilà, mais jusqu'à 10. Allez, si vous devez là aujourd'hui. Avoir 10 armes dans son coffre aujourd'hui, Ouais, vous personnellement. c'est pas assez. Hein. Mais, C'est dur. Hein. Ah, c'est dur, hein, ça va être dur pour toi. Là. Si on te laisse réfléchir. Hein. Bon, allez, non, moi, tout le monde le sait, mes armes préférées, c'est le Colt SA 1873, les Winchester, voilà. C'est ce que je garderais si je devais. Voilà, c'est mes armes préférées. Mais aujourd'hui. Ouais, enfin aujourd'hui, si je dois garder que 10 armes, je suis obligé d'en vendre. Bon. Un petit peu aussi, ouais. Bah oui. Non, en plus de la défense, j'aurais quelques armes de plaisir, comme des armes de TSV type en 5,56 ou un petit comment ça s'appelle, un petit staccato ou des choses comme ça, des choses pour le plaisir. Mais ouais, j'aurais au moins 5 armes pour différentes positions de défense ou de chasse, et puis un bon calibre 12 à double canon pour la simplicité. Et staccato, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont repris STI. Ouais, mais le prix, il a fait comme ça aussi. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Ils sont à $2500 les modèles classiques ici aux États-Unis. Oh, c'est cher même pour les États-Unis. Alors, tu vois l'inverse, par exemple, Ben. Les nouveaux Python qui sont sortis depuis 2020, ils sont à presque 3000 € chez nous. Ah ouais. Ils sont là, les derniers prix pendant les Black Friday. 1500 balles, 1400 balles. 1300. 1300 aux US, voilà. Ouais, bah c'est plus de 2 fois. Hein. Écoute, Eric, ce que je te propose, tu passes me voir en Louisiane. J'ai une petite Marlin 1895 qui était modernisée. Donc, tu auras l'ancien avec le nouveau. Et du coup, on pourra t'introduire à de nouvelles types d'armes. D'accord? Allez. Xavier, j'aurais besoin de toi parce que quand j'ai voulu faire du rechargement, j'ai pété 2 armes. Oh, Xavier, on y va ensemble. Oh là là, mais c'est comme Nico Firearms. Ben, il a dit tout frais payé. J'ai entendu tout frais payé. L'avion et tout. C'est ce que j'ai entendu aussi, ouais.
Je vais faire chauffer ouais, il n'y a pas de problème, le passeport. Ça roule, ça roule. Non, j'ai explosé un Python et un 1911, ça m'a fait mal au cœur, quoi. C'était mes 2 premières armes. Un Python, Les a mais explosés. comment t'as fait pour péter un Python? C'est la question, en fait. Il n'a pas explosé, mais la chambre, en fait, a gonflé. Et le prix du D'accord. courrier, c'était le prix de l'arme. Et du coup, je l'ai mis à la benne, quoi. Une petite double dose peut-être ou quelque chose, non? C'est ce que je pensais, mais mon armurier me disait a priori c'était une sous-dose et qu'en fait il y avait assez de pression pour pousser la balle, mais pas assez de pression pour la faire partir assez vite sans éviter de faire gonfler la chambre. D'accord. Je ne suis pas un expert du rechargement, loin de là. Moi non Ça me plus, semble mais c'est bizarre. intéressant comme concept. Ouais, ça Ah me ouais. semble bizarre. Et le 1911, en fait, j'ai l'arrière de la cartouche qui a explosé. Alors ça, incapable de savoir pourquoi. Ah ouais. Tu sais, en dessous, la rampe de chargement du 45, il allait assez large et en fait, tu as le dessous de la cartouche qui n'est pas supporté. Ouais. Cette partie-là qui a explosé comme un chou-fleur, comme dans la voiture des visiteurs. Et Ouais. le gaz est rentré dans la poignée avec le chargeur, il a explosé. Je me suis mangé le ressort qui a rebondi et puis la cartouche coupée, en fait, m'a coupé sous l'œil. D'ailleurs, c'est depuis ce moment-là que j'oublie plus jamais mes lunettes. Mais ouais, il faudrait que je fasse une formation et quitte à la faire en français, je préfère la faire avec des gens qui connaissent. Moi, pour l'instant, je croise les doigts et je n'ai jamais rien fait péter. Donc, bon. Écoute, Ouais, bon. c'est pas toujours mieux que moi, alors. Et donc, Xavier, Magnum 44. Allez, aujourd'hui, tu refais ton coffre. À partir de 0, tu prends quoi? Je resterai dans le classique, donc le but de ma chaîne, les armes Seconde Guerre mondiale. Par contre, je rajouterai certainement un AR-15 que j'adorerais avoir, honnêtement. N'importe quel AR-15, mais pas les canons trop petits non plus. Ouais, ce genre d'armes là, comme ça. Les calibres 12, j'ai vu quelques commentaires passer, même les pompes, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, donc c'est pas, j'aurais pas ça dans mon coffre. Mais peut-être un Garand, peut-être voilà, une chose comme ça, un M14, c'est de belles armes. Mais bon, malheureusement, la législation française là, elles sont en train de nous pourrir la vie là, pour ces armes-là. Il n'y a pas que les USM1, etc. C'est aussi les SVT-40, enfin tout un tas en plus des armes de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'apparence de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu du foutage de gueule. On va les exporter vers. Ouais. Là, honnêtement, là, pour l'instant, j'ai une USM1 qui est en 2+1. C'est la croix et la bannière pour essayer. Avec le passage d'OSIA qui arrive, alors je sais pas quand réellement. Hein, est-ce que c'est 1er janvier? Est-ce que c'est avril-mai? J'en sais rien. Ça dépend. Hein, ça a déjà été repoussé au moins 3 fois. Donc, c'était annoncé pour janvier et maintenant ils ont dit premier trimestre. Donc, voilà. Voilà, ça y est, c'est déjà. Voilà, ça sera Le premier trimestre, ça fait 3 mois. Est-ce que c'est janvier, février, mars? En fait, ça dépend, quoi. Ouais. Donc moi j'attends. On me dit va faire une auto pour passer ton arme officiellement en B. Bon, elle est en B maintenant malheureusement, mais je pense que je vais attendre. Je vais attendre jusqu'au bout pour voir comment se passe le SIA et à la limite appeler la préfecture pour leur demander parce qu'honnêtement j'ai vraiment pas envie de faire une demande d'auto pour une arme qui est déjà en B quoi. Ouais, et puis enfin en plus nous on a une préfecture, hein, donc on a la même. Je rappelle qu'on est voisins. Ouais. On a une préfecture qui est vraiment géniale. Hein, faut dire ce qui est. Ouais, c'est vrai. Alors personnellement, je vais répondre. Aujourd'hui, je recommence tout à 0. Je reprendrai les mêmes armes longues. Donc j'ai une CZ en 22 ou simili, un fusil à pompe court, un Helion et une Winchester pour le plaisir. Et pour les armes de poing, je pense que je prendrai un peu tous les types d'armes aujourd'hui en fait. Je prendrai une arme, disons pour le port entre guillemets, même si on n'a pas le droit de porter, voilà, une arme pour de stand, je dirais, pour m'amuser, une arme longue, enfin de full size, je veux dire, là j'y pense en ce moment. Un Beretta 92 pour le côté mythique. Voilà, ce serait en gros. Et oui, et en fait. Aujourd'hui où je suis arrivé un petit peu, alors déjà je suis formé, j'ai eu à peu près toutes les armes qu'il fallait. Je crois que je commence à tendre vers du côté un petit peu peut-être d'Eric et de Xavier, là, de Magnum, parce que je commence à avoir le goût, maintenant que je serai au bout d'un cheminement personnel sur le niveau, je pense avoir un bon niveau de tir, j'ai tout. Tiens, je commence à vraiment avoir envie de cette arme un peu spéciale et mythique. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un Beretta 92 et j'en ai jamais acheté parce que je trouvais pas ça raisonnable.
Et ben aujourd'hui, tout d'un coup, je dis merde. Mais en fait, ça fait 10 ans que je me dis tiens, j'aimerais bien un beau Beretta 92. Bah, le moment est venu, voilà. Donc je pense que je commencerai à me pencher sur un type d'arme plus passion, parce qu'en fait, moi, je suis rentré par hasard dans le milieu des armes et j'ai tout de suite viré assez rapidement sur les armes de défense, hein. Moi, comme je dis, je fais du tir de loisir, d'armes aptes à la défense. Et là, je crois, en fait, je suis un petit peu attiré maintenant par d'autres choses, maintenant que j'ai complété Notre stand en commun n'en a pas pour essai de quoi? du Le Beretta? 92. Ah, mais je connais le 92, voilà, D'accord. mais ah, Et c'est pas essayé le 92 Performance? non, j'ai pas essayé, mais il a l'air magnifique, hein, Ah, il est... mais 1800 euros, ouais. voilà. Non, mais j'ai Moi, pas j'ai les jamais moyens. aimé le 92, donc C'est vrai. Ah, mais J'aime pas je la ne lance gamme. pas dans la discussion. mais, Beretta, c'est des très c'est bonnes là. balles, mais j'aime pas le look. Mais le 92 Exactement. Alors là, on est Performance, d'accord, Ben. le 92 Performance, j'ai eu tellement de plaisir au tir, il y a tellement une bonne sensation que du coup, je me tâte pour en prendre un. Et voilà, mais là, Ah, on rentre dans les armes coup de cœur, où c'est ça. on sort du raisonnable, et puis on devient fou, on devient une espèce d'Éric de Villarps, on s'arrête plus. Achète-toi une Mercedes, fais comme Eric, et puis après tu pourras t'acheter. C'est ça, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va conclure avec juste quelques questions, très vite. Carnos, bonsoir Carnos. Eric, à quand la Ah, vidéo sur les Carlos, portes de salut. Saloon? Mais oui, mais à chaque fois, on va te poser la question, parce que moi aussi, je l'attendais, cette vidéo. Quand quand les portes de Saloon? En plus, ça sera une déception, parce qu'on va apprendre, tu nous l'as dit, hein, que c'était des portes en fait plutôt normales et pas du Ouais, tout ouais. Ouais. le double battant comme ça. Ouais, c'était pas si fréquent que ça, en fait, Ouais. dans les saloons. Et puis, c'était que dans les zones où il faisait beau, quoi. Mais tu vas Sinon, pas c'était nous, des portes qui fermaient. Et puis, des fois, tu avais double porte, même. mais tu Non, vas pas non, nous c'était un décevoir, tu poisson vas la d'avril. faire. Voilà. Non, tu vas la faire cette vidéo, on le sait. Ben, je sais pas. Je me pose la Mais question de ce si, que je vais faire pour l'avril qui vient, là. Il faut que je trouve un truc, évidemment. tu fais une vraie vidéo sur les portes de Saloon. Ouais, tu crois? Ah, mais attends, mais on l'attend. Je veux dire, Je vais appeler Adolfo Ramirez, je vais voir. question de The. Pardon, Chacas34, où achetez-vous vos armes d'occasion? À l'armurerie, personnellement. Armurerie, Naturabuy, PAF 2. Ah, paf, mais c'est là où il faut que je mette mes annonces, moi, tiens. Ah Et pas, oui, ça oui, part oui, bien en il est plus, là. généralement. Ça marche super bien. Il y a Ah, beaucoup de Glock à vendre. Oh là là. Oui, ouais, il y en a beaucoup. il aura un nouveau, mais ça sera un 10 mm auto, donc T'as le Glock en 10 mm? j'ai le 29, oui, tu sais, le subcompact, enfin, c'est Ah, plutôt moi, taille compact. je cherche le long, moi. Le 40. Le 20, Le 20, oui. Non, le 20 ou le 40? bah, je crois qu'il y a les deux. Je crois que le 20, c'est le C'est long c'est normal, le et le très long, 40, ça, c'est c'est le le super 40. long. C'est le super long que je cherche en 10 mm. Ah, c'est le 40, alors, je crois. C'est le 40. Ouais. Euh, alors, pour Ben, donc, mais je crois que tu as répondu au chat, mais penses-tu que le HS échelon, alors HS Product, donc échelon, est meilleur au Springfield aux États-Unis, est meilleur dans l'ensemble qu'un HK VP9, les derniers optiques radiés et tout, en dehors du système universel pour point rouge? Quels sont les plus gros avantages? Alors, petite parenthèse sur le HK VP9, qui est une excellente arme que j'ai eue, mais qui a 3 défauts. Premier défaut, c'est que l'arrêtoire de culasse rouille. Deuxième défaut, c'est que c'est super moche. Je crois que c'est de toutes les armes que j'ai eues, le VP9 est le plus moche. On le voit pas tout de suite comme ça. On le voit. Ah, tiens, j'ai essayé de trouver Je vais sur regarder à quoi ça Google ressemble parce que je ne sais pas du un, tout. un HK VP9 et pourquoi c'est moche. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais excellente arme, hein. Voilà. Ah, j'aime pas, j'aime pas. Allez, c'est clair. Ouais, c'est pas forcément moche, Ah, mais- c'est pas beau, c'est pas beau. Si, c'est Voilà. moche. Ouais, c'est moche. C'est Ouais, très Je très ne moche. juge pas les gens sur leur apparence, monsieur. Oui, oui, mais moi je suis sensible à la beauté. Moi j'aime une arme pour qu'elle me. Alors, Faut est-ce que je la que je trouve belle, peux sinon. Alors, j'ai partagé l'image. Est-ce que je peux partager l'image vite fait là qu'on comprenne? ouais, j'aime bien la Hop. gomme. Non, pas celle-là. Non, pas Ah, celle-là, ça mais fait on 3 va. fois que tu la passes, celle. C'est vrai. C'est passé en fait. Mais on l'aime cette image. On l'aime cette image. Je la trouve plus. Oh là là, c'est embêtant ça. Alors, je l'enlève. J'enlève ça. Hop.
Allez, On va. allez, cette fois j'en ai deux. Voilà, les deux petites dernières, elles sont jumelles. Voilà. Cri-cri, Voilà. Bibi. Ah. Bah, Bah, écoute, attends, moi, je te trouve pas moche. Ah, moi, je trouve pas beau. Alors, non, Alors, mais je t'explique pourquoi c'est moche. On s'en rend pas compte tout de suite. En fait, ah bah encore là, ça se voit pas, mais en plus ça c'est un airsoft, mais bon, peu importe. Les street préhension à l'avant et à l'arrière ne sont pas les mêmes. Il y a la typo HK, VP9, 9 mm, etc. C'est aucune n'est la même. Et lorsqu'on regarde en fait les stries plus le rail plus la poignée, vous avez vu la poignée, Ah, l'espèce j'ai de horreur truc de ça. J'ai horreur de ces de poignées-là. la poignée, en fait, on dirait des ailes de chauve-souris. Ouais. Et en fait, c'est une arme qui est complètement déstructurée. On s'en rend pas compte. Et encore là, on se rend pas trop compte sur photo. Mais quand on l'a en main, qui est complètement déstructuré esthétiquement. Et je trouve ça horrible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. L'avant ne ressemble pas à l'arrière. Le haut ne ressemble pas au bas. Il y a rien qui est homogène et esthétique dans cette arme. Et je trouve ça incroyable. On s'en rend pas forcément compte. Mais elle est inesthétique. Je n'ai jamais vu une arme aussi moche. Je veux dire, en plus les strikers sont bons, parfois ni beaux ni moches parce que c'est un utilitaire. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment fait très fort. Je veux dire, il y a quelqu'un qui essaie de penser à cette arme. Je ne sais pas si tiens, on va essayer de faire une espèce. Vous avez vu la poignée? Ah non, mais Et laisse qui tomber. et puis ensuite, je veux dire, il y a rien qui correspond à rien. Enfin bref, c'est horrible. C'est voilà. Donc Enfin, Ben peut nous en parler parce que Ben a l'air de dire que c'est une excellente arme quand même. oui, alors, non, alors, attends, non, le VP9, alors, j'ai attends, je qu'une termine, fois. pardon Ben, je finis donc pour il est faux, la rétorque qui rouille, deuxième, elle est moche, mais le troisième surtout, c'est que de tous les strikers 9 mm que j'ai essayé, c'est celle qui avait le plus de recul. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle tape super fort dans la main. On s'en rend pas compte peut-être comme ça au coup par coup, mais quand moi je l'ai essayé, parce que j'adore essayer et comparer les armes, quand on met plusieurs sur la table, j'avais CZP10, PPQ, Arsenal, je sais plus quoi, enfin bref, etc. Et tout à coup, t'as le VP9. Paf! Quoi? J'ai changé une munition ou quoi? Non, pas du tout. Et en fait, il est connu pour ça. Et c'est vrai que quelques youtubeurs l'ont remarqué, surtout américains. Mais c'est vrai qu'il a un recul incompréhensible. Et c'est un détail parce que sinon, elle est excellente cette arme. J'ai aucun reproche à faire, surtout l'ergonomie. On peut changer les plaquettes, etc. Beaucoup de qualité. Mais ce détail-là, avec le recul plus que les autres, bah, je trouve que ça tue un petit peu son intérêt. Pardon, et maintenant Ben, tu peux répondre entre le VP9 Bon, et le HS. rapidement. Pardon pour ce, voilà, Déjà, c'est ta l'échelon, c'est même pas sûr qu'il soit vendu sous la marque HS Product. Il est fabriqué par HS Product, mais les droits sont normalement détenus par Springfield, donc il risque d'arriver en France sous le nom de Springfield. Ah ouais, Ne me demandez pas s'il va passer par les États-Unis, s'il va venir directement de Croatie, j'en sais rien, mais il va y avoir ils sont toujours en train de parler de ça. Après, voilà, le VP9 est une bonne arme. Bon, après, on n'aime pas la gueule, ça c'est un choix personnel. En termes de recul, c'est pas exceptionnel, comme disait effectivement Yann. Le échelon, alors, on va parler du système universel point rouge si on l'enlève, parce que c'est un système très particulier, mais qui est extraordinaire. La tenue est extraordinaire. La prise en main, la forme de la prise en main va très bien à des mains, des petites mains, des grosses mains. Ça rentre très, très bien sans aucun souci. Le grip, pour ceux qui ont essayé, c'est le même grip que le H11, qui est une sorte de double niveau de grip. Donc, en fait, ça accroche un petit peu en passant le doigt, mais quand on serre, on a des petits picots où en fait la peau va venir s'insérer dedans et encore mieux accrocher. Il y a du grip partout sur l'arme, que ce soit sur la poignée, sur les chargeurs, sur la partie où vous allez avoir le pouce à l'avant, surtout, il y a des grips partout. Est-ce que le grip est pire que le CZP10 ou pas? Qui est très agressif. Ou le CZP10, non, le P10 n'est pas aussi agressif. Le P10 c'est agressif, mais ce que je veux dire, celui du H11 ou du échelon, du coup, tu passes la main dessus, tu le sens pas, en fait, ça glisse dessus, parce qu'en fait, c'est une sorte de double picot. Tu as des picots, en fait, ça ressemble à des petites pyramides. Les pyramides le PDP, un petit peu. Et les pyramides les plus petites sont pointues. Et donc, en fait, ta main va glisser sur les grandes pyramides, mais quand tu vas serrer, la peau va s'insérer entre ces pyramides-là et venir se fixer dans les toutes petites pyramides. C'est un système qu'ils ont développé spécifiquement au départ pour le H11. Et ensuite, donc, en termes de recul, il y a très peu de recul pour un 9 mm. La détente, en gros, on ne va pas se cacher la face, ils l'ont piqué sur un P320. Donc, on a une détente un bloc détente qui s'enlève, qu'on peut mettre sur notre carcasse et qui est extrêmement sensible en termes de tir.
ça devient à la mode, il y a l'APX aussi. Oui. Bah, après, en fait, ce qu'ils ont fait, moi, après, aujourd'hui, on arrive à un niveau de technologie où, en gros, pour une arme à feu, ils vont pas non plus, ils vont pas nous inventer un nouveau truc, hein. Mais là, en fait, sur l'échelon, ils ont réussi à incorporer toutes les technologies d'à gauche et à droite qui plaisent à tout le monde, ou en tout cas qui sont compatibles à beaucoup de personnes, et ils ont réussi à les mettre dedans. Tout est ambidextre dessus, que ce soit l'arrêteur de chargeur, que ce soit les éjections de chargeur, arrêteur de culasse, éjection de chargeur, tout est ambidextre dessus. La préhension aussi au niveau de la carcasse en haut, la carcasse est carrée, mais au niveau des stries, ça va être un petit peu incliné. Du coup, on va avoir vraiment une bonne préhension entre les doigts. Donc c'est une arme qui a été pensée, disons, avec tous les retours qu'on a aujourd'hui, hein, sur YouTube, sur la prise en main, sur les streets, etc. Ils ont pris tout ça en compte finalement pour répondre à une demande qui existe, hein, d'amélioration générale, qui existe d'ailleurs, qui a commencé à exister, je pense, avec les Glock qui n'ont jamais évolué et on leur reprochait beaucoup. Et puis maintenant, les concurrents, eux, ont compris qu'il fallait y aller. Et avec la 3D, la technologie, le polymère, etc. Il sera dans le prochain Tier Mag. J'ai fait une review complète sur le prochain Tier Mag. Vous allez voir, franchement, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est mon coup de cœur de l'année. Pour moi, ils ont sorti un des meilleurs pistolets de combat qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Tiens, Ben, j'ai une question pour toi. Parce que tu parles de Tier Mag. Dans le dernier numéro, je crois, ou l'avant-dernier, il y avait un article sur le Python. Oui, pas moi. Et le Python 2020 ou les anciens Pythons? Parce que en fait, je ne l'ai pas trouvé là, moi, dans ma zone. Une seconde, c'est juste là, je vais regarder. Ouais. Sinon, et donc, qui va regarder, on va peut-être pouvoir répondre à Malfatti qui demande Winch 44 ou 45. Bah, on y a répondu un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que le 44 c'est beaucoup plus facile à trouver que le 45, c'est moins cher. Enfin, voilà, c'est le 45 c'est cher. Il y a plus de sensations avec le 44 Mag que le 45. Aussi, oui. Donc, et puis, oui, enfin, c'est plus. Le 45 qui est un petit peu exotique, ça peut poser. Ça sera dans celui-là. D'accord. Là, tu as mon Springfield Armory et tu as mon pick-up derrière. Et ça sera à la page 126. Ils ont fait l'article sur le Python. Ah, ça, c'est un ancien Python, ça. Ouais, c'est l'article qu'ils ont fait dessus. Ouais, ça, c'est un ancien Python. Ouais, bah, il faut que je me le procure parce que je veux lire ce qu'ils vont dire, ce qu'ils disent dessus. T'as mon email dans les trucs. Envoie-moi un email, je te contacterai. Ok, ça marche. Je demanderai à Yann. Ok. Question pour Eric. Une arme en poudre noire, cartouche métallique. Toi, t'aimes pas la poudre noire, hein, Eric? Non, j'aime pas parce que c'est salissant, ça encrasse. C'est spectaculaire, hein, parce que ça fait de la fumée comme à l'époque du Far West, mais ça encrasse beaucoup. Donc je tire que de la poudre sans fumée dans mes armes western à cartouche métallique. Donc il a un petit peu répondu, la Ben, à cette question, hein. Il a dit HKV9, mais ça aurait pu être le PDP. Voilà, c'est un hit maintenant. Je pense qu'il y a aussi une histoire de goût personnel, hein, sur les armes. Tant qu'on les a pas en main, il est difficile de dire peut-être qu'une très bonne arme est meilleure qu'une autre très bonne. Voilà, tant que on peut pas non plus trop, je pense, s'avancer parce que moi je sais qu'il y a des gens qui adorent les Glock, moi je ne peux pas physiquement les Glock, etc. Donc voilà, c'est toujours difficile. Et puis on en a beaucoup parlé, hein, de conseiller, il faut tester. Et ce qu'on peut dire, Yann, ce qu'on peut dire aussi, moi je vois bien par rapport à il y a 40 ans, le choix était quand même, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais le choix était assez limité. Tu avais du revolver, du pistolet, mais tu avais nettement moins de fabricants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se met à fabriquer. Regarde, les Turcs, ils envahissent le monde avec leurs armes, qui sont excellentes en plus. Les Croates, les machins, les bidules. Tout le monde construit des armes aujourd'hui. Il y a des centaines de fabricants, ce qui n'existait pas il y a 40 ans. Démystifier une arme que j'ai possiblement envie d'acheter, donc le VP9, j'imagine. On va attendre l'échelon du coup. Je suis navré, mais alors, j'ai donné mon avis là, j'ai démystifié, etc. Mais n'écoutez pas trop l'avis des autres. Même si je vous donne un avis, que vous aimez bien ma façon de dire l'avis ou n'importe quoi, ou de Ben ou Xavier ou Eric, faut quand même garder une distance par rapport aux conseils sur YouTube, etc. Parce que rien ne change l'expérience personnelle. À la limite, voilà, c'est irremplaçable. Alors évidemment, si vous avez tout le monde qui vous dit que l'échelon est extraordinaire, c'est que oui, d'une façon générale, il est certainement extraordinaire. Mais si en main le PDP vous va mieux, eh ben c'est le PDP qui vous va mieux et puis c'est tout. Voilà, il faut pas en fait, voilà,
faut pas projeter ses envies, ses espoirs trop, etc. Faut se faire une expérience personnelle et beaucoup se méfier comment dire, des croyances des autres. Voilà, Et je vais même le dire parce que je sais que c'est ni le cas de Xavier ni le cas de Eric, et donc je peux me permettre de le dire parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais quand vous avez des gens en ligne qui vous conseillent telle ou telle chose, il y a des raisons pourquoi des fois il s'est recommandé aussi. Faites-vous votre propre avis. C'est pas parce que moi je suis passionné, j'adore HS Product, j'adore Springfield Armory, je peux très bien ne pas avoir un parti pris. Faites-vous votre propre avis. J'adore cette marque. Pour moi, c'est une des meilleures marques qui existent sur le marché. Alors, il y en a qui vont pas être d'accord avec ça. Ouais, mais moi aussi, j'ai découvert dernièrement. Bon, je suis désolé parce que en plus je vais dans ton sens, mais HS Products, etc. Le Hellion, vraiment, j'adore cette arme. Et j'ai essayé le SF-19 et c'est une grosse surprise parce que c'est une arme qui a l'air de rien. Ouais. Vraiment le SF-19, et je l'ai pris en stand en pensant que ça allait être une espèce de sous-striker, machin, etc. Et je l'ai pris en main, j'ai tiré, je dis oh, mais j'adore ça, quoi, en fait. Et ça a été une grosse surprise. Et donc j'ai été voir le prix sur internet, le Tactical avec canon fileté, optique ready et les éléments de Viséo, 750 € seulement. Et là, tu sais, mais il n'y a aucune arme qui a toutes ces qualités aussi peu, etc. Et là, je l'ai essayé. Donc vraiment, voilà, il faut essayer. Puis HS Product, effectivement, je crois que c'est une des marques qui, 2023, 2024, commence à taper bien fort, voilà, et à se faire un nom entre les H11, l'échelon, le Hellion, etc. Et franchement, là, ils prennent, à mon avis, des parts de marché. C'est comme Walter, en fait, à une époque. Voilà. Il y a des marques qui commencent vraiment à faire du bon boulot. Bah, ce sont des armes, ce sont des outils avant tout. Hein. Ce ne sont pas des armes comme pourrait acheter Eric ou même moi. Mais c'est vrai, j'allais venir parce que je pensais à toi en disant ça, parce que je dis toi, finalement, c'est des armes qui sont déjà connues, qui sont déjà. Alors, c'est peut-être un état d'esprit très différent. Dans quel état d'esprit t'es quand tu cherches une arme, je veux dire, parce que c'est pas forcément le côté opérationnel, entre guillemets. Moi, je suis pas du tout arme moderne, donc déjà, Voilà. parler de ces armes-là, si je les vois pas en photo, je peux pas deviner ce que c'est. Donc c'est vraiment pas mon univers, mais alors pas du tout. Mais par contre, oui, par exemple, j'ai un CZ85, mais c'est déjà une vieille arme. C'est déjà une vieille arme et elle marche très bien. Alors attends, un petit conseil, je pense surtout aux gens qui débutent et qui se font influencer. C'est pas parce que c'est une vieille arme que c'est une mauvaise arme. Oui. Franchement, ça ne veut rien dire. Ça, on est bien d'accord. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir la dernière arme. Oui. D'accord, mais en fait, voilà. Alors bon, à 1911 quoi. C'est-à-dire, ça fait plus de 100 ans, et le départ d'un 1911 en simple action, je veux dire, ces armes en simple action, c'est extraordinaire, quoi. Donc ça dépend ce qu'on recherche, de ses goûts. Et 1873, le Colt, il est toujours fabriqué. Ouais, Depuis 1873. Les K98, c'est extraordinaire. Voilà. C'est le Le genre MAS 36. Moi, le MAS 36, je l'ai amené au stand de tir il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai pas tiré beaucoup de cartouches parce que la boîte, elle me coûte plus de $50 la boîte. Mais un plaisir, la mécanique est tellement douce, la détente est tellement extraordinaire. Enfin, les gens, ils ont regardé, ils ont dit, mais déjà, ils ne connaissaient pas l'arme. Et quand je leur ai expliqué de quelle année c'était fabriqué, etc., ils étaient impressionnés. Tu prends un Mosin Nagant, pareil, un Mosin Nagant, mais c'est indestructible. Par contre, j'aime pas du tout Mosin Nagant. Moi, j'ai détesté, j'en ai eu un. C'était. Mais en fait, c'est le problème un petit peu peut-être des armes. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais moi, c'est un problème là d'ergonomie, c'est-à-dire qu'elles ont généralement une crosse qui est trop courte. Oui. Le gabarit n'était pas le même à l'époque, et généralement, c'est très long, c'est un peu des cannes à pêche avec des courses trop courtes. Et voilà, bon, c'est ce qui me dérangeait. Là, en parlant de Mosin Nagant, là, j'en ai un derrière moi. Bon, je vais pas vous le montrer, mais c'est un Finlandais. C'est un Finlandais, et pourtant, Mosin Nagant, on pense tout de suite plutôt Seconde Guerre mondiale. Et là, celui-là, c'est une version limitée, il date de 1970. Il n'y en a que 5000 exemplaires dans le monde. Oh la vache, ouais. Voilà. Donc, à 500 € celle-là? Pardon?
Ah, tu l'as acheté moins de 500 € celle-là aussi? Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. On me l'a prêté. Voilà. Il est sur mon SIA pour l'instant. On me l'a prêté. Je salue LAI Publication. Hein. Je sais pas si vous connaissez un peu le site. Très bonne chaîne, très spécialisée dans le. Donc voilà, c'est son arme. Il me l'a prêté le temps de faire des vidéos. Donc j'ai hâte d'essayer, mais j'attends les papiers. Bon, alors on va prendre une dernière question. Donc Malfatti, alors c'est. Sinon, un polymère le meilleur. Donnez chacun votre préférence, s'il vous plaît, juste pour voir. Et on terminera là-dessus sur. Alors je vais commencer. J'ai pas d'avis parce que moi j'aime pas le polymère. Je préfère la ferraille et le bois. T'aimes bien le Glock 17? Ouais. Mais disons que ça a bien fonctionné. La dernière fois que j'ai utilisé, j'étais très content. Ouais. Bon, de là en acheter un, non. Ah oui, c'est marrant parce que moi je pensais, parce que bon, on était ensemble au stand quand Ouais. et tout, c'était sympa. Parce on partage le même stand. Je pense qu'on va bientôt se revoir. Alors j'étais malade, tout ça, je suis pas allé depuis un moment, mais on va certainement se recroiser. Et t'avais apprécié, hein, c'était quand même Oui, chouette. j'étais très content de mes tirs, très content de mes tirs. Et puis au final, en ayant appris, parce que c'est marrant, parce qu'en fait, on peut le dire, j'ai suivi le stage, la formation locale. Je dis pas le stand que c'est. Hein, Voilà, on a la chance d'être dans un stand où on est réellement formé. et encadré. Et encadré. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai appris, mais totalement, comment tenir une arme, le lâcher et tout. Et avec un Glock, j'ai eu des résultats. Je suis très content. Et en fait, je suis retourné dans mon stand actuel et j'ai suivi un petit peu cette formation avec les armes que j'ai pour l'instant. Et mes groupements se sont énormément améliorés. C'était une révélation, quoi. Donc, c'est vrai que je préfère rester sur les armes que j'ai pour l'instant, le CZ85 par exemple, le Tokarev. Mais mine de rien, le Tokarev que j'ai pour l'instant, le TT33, eh ben, je me démerde vachement bien avec. Donc, c'est une redécouverte de ces armes, entre guillemets. Bon. Eric, est-ce que toi aussi, hein, polymère, c'est pas trop ton truc, même si tu disais. Ouais, j'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai eu beaucoup. Oui, moi je me souviens, tu avais un USP. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, tu vois, je n'avais plus de. Suite à la vente de mon Glock 19 d'ailleurs, je n'avais plus de 9 para. Et j'ai racheté un Smith & Wesson 5906 en pur acier américain inoxydable. Oui, c'est acier là. Mais je crois que c'est Maître Luger qui a fait une vidéo sur cette arme-là, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Peut-être. Moi, j'avais fait une vidéo sur le 4506, donc l'automatique, enfin semi-automatique, tout en acier inoxydable aussi, On n'est pas mais en loin du 45 polymère, hein. ACP, utilisé par la Strike Team, là, par Miami. The Shield, la série The Ah Shield. oui, mais on en avait parlé. Oui, voilà. Voilà. Donc le 5906, c'est le petit frère du 4506. Et je l'ai déjà eu, j'ai possédé les deux en même temps, parce que j'ai dit j'ai le grand frère, je vais prendre le petit frère. J'ai revendu les deux au même tireur d'ailleurs, parce qu'il cherchait les deux, un copain de mon stand. Et là, je viens de me racheter un 5906, mais dans un état pareil, concours. Mais là, je vais tirer avec parce que c'est du consommable. Ok. Voilà. Presque autant que le polymère. Ben, donc, alors toi, avis de professionnel, donc. Après, ça dépend. Enfin, moi, j'aime pas donner une arme comme ça parce que c'est toujours compliqué. Bah, tu en donnes plusieurs. Port discret, port discret, j'ai un choix de 3 armes. Là, pour le moment, je suis avec le H11, mais je vais peut-être basculer chez Shadow System avec le CR920P. Professionnellement parlant, je dirais sur un CR920P de chez Shadow ou sur le échelon. Le échelon, enfin, le problème du échelon, c'est qu'il n'est pas encore assez connu et qu'il mérite d'être plus connu et d'être plus développé. Mais je pense qu'il va faire du dommage un petit peu aux concurrents parce que ça va peut-être bouger un peu Glock, peut-être les forcer un peu à innover au lieu de faire des nouvelles stries.
Non, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dépassés par les innovations des autres. Je pense C'est ça. pas que c'est encore une nouvelle innovation qui va les bouger. Alors je sais pas, on sait pas si Mais- vous avez vu, il y a quelques heures là aujourd'hui, il y a une vidéo de TFB TV qui est sortie de James, qui est un fan de Glock absolu. Je dirais même c'est le Glocktard par excellence, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vraiment, c'est pas possible. Il est trop pro Glock là, c'est ridicule. Et qui disait voilà, Glock vient de sortir donc une nouvelle arme, le 49, et c'est l'arme que tout le monde veut, etc. Et en fait, c'est quoi? C'est un 19 qui était un petit peu raccourci par ici, un petit peu élargi par là, et puis ils font comme si c'était tout d'un coup la nouvelle réversion. C'est ridicule. Alors, pour la petite histoire là-dessus, en fait, quand Shadow System a lancé, ils ont fait des versions, ils ont fait la même version que le 19X en termes de format. Et après, ils ont fait une version avec une poignée de, on va dire, format Glock 19 et une culasse de Glock 17 rallongée. Oui, Et quand je leur avais parlé, je leur ai dit effectivement, ça me plaît parce que justement, on va avoir quelque chose de compact pour le port discret avec une pros de 19, mais avec un canon plus long pour ceux qui font du tir de précision à 50 mètres ou 100 mètres. Bon, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais pourquoi pas. C'est un petit peu l'idée. Pour moi, ça a plus de sens que d'avoir une grande poignée, sauf pour ceux qui ont des mains d'ours. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une grande poignée avec un canon plus court. Et en fait, il nous dit non, pour nous, c'est plus intéressant que ça. Donc, Shadow System l'a déjà fait. Et bizarrement, Glock, d'un coup, paf, se met à sortir ce Glock 49. Le Glock 44, la révolution. Glock 44, la révolution. Enfin, du Van de Norris, ça fait 40 ans que vous aurez dû le sortir. Ça aurait dû être une des premières armes après votre premier Glock 17. En plus, ils se sont plantés sur le 44 qui marche pas très bien. Mais alors Walther PDP a aussi ça, les APX aussi, ils ont différentes versions. Enfin voilà. Mais enfin je veux dire poignée compacte et culasse longue. Donc je réponds à la question. Le meilleur, il n'y a pas de meilleur parce que c'est le meilleur pour sa main, son utilisation, son expérience. Voilà, c'est très difficile de dire le meilleur. Je peux donner mes goûts. Moi, il y a une arme qui a toujours été la meilleure, que j'ai achetée il y a 10 ans. C'est mon Walther PPQ M2 Navy, qui en résultat, en fait, en cible a toujours été le meilleur. Ensuite, j'adore les bulles Armory Axe, qui sont des Glock, des clones de Gen 3, qui ont un recul vraiment très doux, excellent. Et dernièrement, donc le HS Product SF19, qui était une révélation. Voilà. Et bien sûr, PDP, mais je crois que je préfère le PPQ au PDP. C'est la même chose en moins carré. Voilà. Mais malheureusement, moins moderne, point de vue au petit crédit, etc. Bon, je remercie tout le monde. Merci à toi. Les personnes du chat, bien sûr. Merci à tous les trois, c'était super sympa cette petite soirée entre nous. Voilà, je pense que je referai de temps en temps avec ceux qui veulent bien sur divers sujets. Et donc, merci, bonsoir. Je souhaite une bonne soirée, de beaux rêves de coffres renouvelés. Hein, c'est même pas rêve, c'est une réalité, on le sait déjà pour Eric. Soyons honnêtes. Et puis, moi, je suis dans un rêve permanent. Ouais, voilà, c'est ça. Du moment qu'on peut tout garder, Bon. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Seulement, mais bon, écoute, je pense qu'on va tous aller déménager chez Ben. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt, les amis. Allez. À bientôt. À une prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.